Bonjour, je suis Tercy Résumé et cette histoire commence par un jour fatidique pour la famille secondaire. Le père, pensant qu'un être dégoûtant était né, et pour le malheur du bébé, ce même jour et à cette même heure naquit un garçon nommé Cajun, qui était béni par le dieu de l'épée Quezac, né avec un corps et un talent hors du commun. La mère pensait que si son fils était Cajun, sa vie serait bien meilleure. Le protagoniste comprit ensuite pourquoi sa mère et son père étaient si déçus de lui. Il lui manquait un bras, le bras droit. Sa mère, déçue, lui murmurait chaque nuit s'il pouvait mourir. Mais lui, il ne voulait qu'une chose, vivre. Il entendit quand il était dans le ventre ce que son père disait, que l'enfant qu'il portait était l'espoir de la famille, qui n'avait jamais pu surpasser son frère aîné. Mais cet enfant serait meilleur que son fils. Son père espérait qu'il surpasserait Cajun. Mais il naquit avec une seule main et sans la bénédiction d'aucun dieu. Il était une honte qui piétinait les espoirs de son père. Juste pour être né, c'était le protagoniste. Dès son plus jeune âge, Cajun était aimé de tous. Son sourire était angélique et il pouvait déjà marcher. Mais notre protagoniste se développait différemment. Mais sa mère ne le comprenait pas, quand il réussit à peine à se lever et faire un pas, la mère était déçue, car Cajun avait déjà une lame entre les mains. À quoi bon commencer à marcher alors qu'il était déjà si avancé? Et quand enfin le protagoniste put prendre l'épée, Cajun avait déjà expérimenté le mana et commencé à entraîner les grimaces. La mère continuait de penser, si seulement mon fils était Cajun. Et le protagoniste commença à grandir, sous une immense ombre qui le couvrait d'obscurité. À un moment donné, Cajun devint un objet d'adoration et d'envie pour le protagoniste. Quand il eut 7 ans, il fut envoyé comme assistant de Cajun. Extérieurement, il fut connu comme quelqu'un envoyé en tant qu'ami assistant, pour soutenir et aider Cajun en tant que cousin. Mais en vérité, ses parents l'avaient vendu pour 300 000 ludens. Le cousin l'humiliait, le frappait et lui disait des phrases comme « C'est la première fois que je vois un foutu perdant comme lui », et Cajun ne l'aima pas dès le début. Le protagoniste était la personne contre qui il déchargeait sa colère. Il dut retenir ses larmes. Ce n'était pas parce que cela ne lui faisait pas mal, c'était plus dur de supporter le fait que les adultes passant devant lui fermaient les yeux devant une telle situation. Son oncle était connu comme un homme incroyable, mais il avait quitté la famille il y a longtemps et n'était jamais revenu. À cause de cela, personne ne contrôlait Cajun. Il a donc grandi comme un chef au talent supérieur. Et la bénédiction du dieu de l'épée est devenue un poison pour lui. Sur le terrain d'entraînement, Cajun inflige une raclée à un personnage qui, les mains levées, dit qu'il a perdu, mais Cajun, avec un rire moqueur, lui demande s'il a cru que c'était fini. Quand il a dit qu'il avait perdu, il lui casse la bouche. Et alors? Le suivant était notre protagoniste, déjà avec un corps plus développé et le regard de celui qui veut devenir un guerrier. Il était jaloux de la force et du talent de Cajun. Il voulait aussi être fort. Il se jette en avant avec un regard défiant. Cajun, sans trop d'effort pour l'attaque, lui demande d'arrêter de le regarder ainsi, que ça ne lui plaît pas, et le fait voler. Il lui dit qu'il est un perdant sans bras, et comment ose-t-il le regarder ainsi? Il croit pouvoir le vaincre en travaillant dur. Quelqu'un comme lui peut travailler dur toute sa vie. Mais il sera quand même incapable de suivre le rythme de Cajun. Le protagoniste veut gagner, il veut vraiment gagner, mais ses rêves ne peuvent pas être atteints seulement par le travail acharné. Cajun est devenu paresseux dans son entraînement. En grandissant, l'alcool, les filles et la drogue faisaient partie de sa vie. Mais malgré tout, le protagoniste ne pouvait pas le battre. Cajun était le génie qui ne travaillait pas, avec luxe, richesse, femme et alcool. Et le protagoniste était un génie de la constance. Du travail acharné, mais sans talent. Des années plus tard, les deux étaient adultes et s'affrontaient dans une bataille royale qui était observée par toute la ville. Le protagoniste frappe le sol. Brouillant la vision de Cajun, celui-ci saute dans les airs. Quand la fumée se dissipe, Cajun est à genoux devant le protagoniste. Jusqu'à présent, le record du protagoniste contre Cajun, c'était 21 combats et 21 défaites. Après 29 ans, il a enfin pu vaincre Cajun. Et dans des combats non officiels, il a perdu d'innombrables fois. Les gens lui répétaient de renoncer à chaque fois qu'il perdait. Ils se moquaient de lui, le traitant d'idiot sans talent qui perdait son temps. Mais malgré tout, il a gagné. Tout le monde commençait à scander le nom du protagoniste. Le protagoniste se rappelle les mots qu'il a entendus jusqu'à en avoir mal aux oreilles. Ces mots résonnaient dans son esprit, si tu étais Cajun, si mon fils était Cajun, si mon fils n'était pas né sans un bras, mon fils n'a pas de talent.
Enfin, ses mots commençaient à s'estomper. Et il dit à Cajun que s'il était Cajun, il n'aurait pas gâché sa vie dans l'alcool, les filles et la drogue. Il aurait vécu une vie plus significative. Sans écraser les faibles, et il se retire victorieux. Marchant d'un pas ferme, et il saurait enfin comment finir. Cajun avait poignardé le protagoniste dans le dos. Il pense que Cajun a été lâche. Jusqu'à la fin de ses jours, ce qui le fait souffrir. Mais ce qui lui fait encore plus mal, c'est de sentir qu'enfin, il a réussi à vaincre Cajun. Mais il semble qu'il ne puisse pas vivre assez longtemps pour ressentir cette émotion. Il a été transpercé par la fameuse épée, utilisée uniquement en ligne directe. De la famille Simon, elle contient aussi le mana. De la famille Simon, le mana antidémon. À moins que la sainte miraculeuse Rélan apparaisse. Il n'a aucune chance de survivre, et avec ses dernières paroles, il dit à Cajun qu'il sera toujours rappelé comme un perdant. La scène change, le protagoniste est attaché à une chaise dans une sorte de cachot, demandant s'il est en enfer. Enfer. Tu es un type chanceux. Qui aurait imaginé que la miraculeuse était présente dans l'arène. En effet, pour la chance ou la malchance du protagoniste, une sainte était parmi les présents. Celle-ci l'a sauvé, mais le protagoniste avait tout le corps brisé. Tout ce qu'il pouvait faire était simplement de respirer, et tout le monde pensait qu'il avait passé un pacte avec le diable. La seule façon pour un perdant comme lui de vaincre Cajun était de conclure un pacte avec le diable. Et ses parents l'avaient admis, donc c'était inutile. Le nier et dire qu'ils avaient aussi trouvé des sacrifices et des bouteilles avec son sang. Pour le contrat dans la maison de sa famille, c'était un démon qui avait sacrifié 300 enfants innocents pour devenir plus forts. Le jeune maître Cajun l'a poignardé lui et le diable pour protéger l'honneur de la famille. Simon et le fugitif le comprennent. Il a vaincu Cajun, mais pas la famille de Simon. Il a choisi Cajun plutôt que lui, et étant accusé, il doit purger une peine à vie. Les tendons de ses bras et de ses jambes ont été coupés, le mana a été scellé. À travers de nombreuses couches de chaîne, Cajun est venu rendre visite au protagoniste et lui dit « On voit très bien qu'il est devenu un empereur de l'épée. Les gens le louent pour être un génie travailleur, et c'était grâce à lui, un maudit perdant. » Après cette humiliation, la nourriture fournie au protagoniste a énormément diminué. Il a commencé à maigrir de façon spectaculaire. Il passait tous les jours affamé. À un moment, il a commencé à cracher du sang, il commençait à mourir. Mais il ne voulait pas mourir ainsi, il voulait mourir avec honneur. Il aurait dû mourir dans l'arène, mais ce n'était pas le destin qu'il voulait. S'il n'était pas né manchot, il aurait eu une vie différente. S'il avait été de la lignée directe, s'il avait eu la bénédiction du dieu de l'épée. S'il l'avait eu, sa vie aurait été différente. Il ne voulait pas mourir, de toutes ses forces, il voulait vivre. On passe à une scène où il est défié. Et il est surpris, car il ressent une douleur dans le bras droit. Il pense aussi que c'est un rêve, mais cela semble trop réel pour être un rêve. Et la personne qui le défie est un adulte de la famille. Mais comment connaît-il cette personne et pourquoi l'appelle-t-il Vincent? Il se rend compte que certains souvenirs lui reviennent, mais il ne les comprend pas très bien. Mais le rêve n'est pas si mal pour lui. L'air est frais, il ne sent pas aussi dégoûtant que l'air de la prison souterraine. C'est un rêve. Où il a un bras droit, et l'adulte lui crie « Combien de temps comptes-tu l'ignorer » Mais le protagoniste se rend compte qu'il lui injecte du mana pour essayer de lui infliger de la douleur. Alors il se met en garde avec la main droite. En se défendant et en repoussant l'attaque avec la paume gauche, il est surpris. Car c'était une attaque très brutale. Il s'excuse d'avoir été trop loin, mais l'adulte le réprimande en disant qu'il était insolent simplement parce qu'il venait de la famille principale. Et que son fils l'écrasera sans pitié. De plus, ce sera la première fois que la famille secondaire écrasera la famille principale. Pour contextualiser, la famille secondaire est la branche secondaire qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Ni beaucoup de postes ni beaucoup d'argent, c'est donc comme une honte. Pour ainsi dire. Il se rend compte que cette personne est comme son père, qui a toujours voulu battre la famille principale. Au moment où il a compris que ce rêve était impossible pour lui, il a commencé à le projeter sur son fils. L'adulte n'oubliera pas l'arrogance du protagoniste et qu'il attendait seulement l'assemblée des vraies épées. Il se résigne à penser que ce n'est pas un rêve. Peu à peu, des souvenirs lui reviennent. Sa mère dans cette vie est morte en le mettant au monde. Son père ne se souciait pas du tout de lui, et tous les enfants le traitaient comme un bouc émissaire. Il faisait partie de la famille principale, qui comptait 8 enfants.
Et il était le 7e. Son nom était Vincent. Il était si lâche qu'il se recroquevillait. Et pleurait dans sa chambre après avoir été giflé par la plus jeune de la famille. C'était un vilain petit canard, abandonné par les autres membres de la famille principale. Il en conclut donc que le manchot David, de la famille Simon, est devenu l'inutile Vincent. De la famille d'Anka, il trouve un journal de Vincent qui ne contient que des choses négatives, expliquant pourquoi il ne peut pas être comme ses frères. Tous ses proches cherchent à l'écraser, ses servantes et assistants l'ignorent. Et il est défectueux et préférerait mourir. Il en conclut qu'il semble que Dieu ait répondu aux prières du garçon, car le protagoniste voulait seulement vivre et lui voulait seulement mourir. Une voix murmure. Il était Vincent, le propriétaire du corps original. Mais il n'a plus ce nom, car il a donné son corps. Il demande donc qu'on l'appelle Julian, et qu'il était une révélation ou, mieux dit, un dieu mineur à l'origine. Il avait l'intention d'invoquer un dieu spirituel, mais malheureusement, le protagoniste est apparu. Cependant, cela ne le dérange pas, car sa seule mission est d'accomplir sa vocation. Et il pourra devenir un véritable dieu. Le protagoniste comprend ces circonstances. Mais il ne s'intéresse pas du tout à ses exploits, car il sera occupé à vivre sa propre vie. Il n'a donc pas le temps de pouvoir l'aider. Julian le comprend, mais néanmoins. Son énergie spirituelle est incroyablement basse. Si elle disparaît complètement, ce corps qu'il possède mourra. Mais le protagoniste n'est pas d'accord. Car ce corps est trop sain pour une mort prématurée. Cependant, il s'évanouit soudainement et Julian lui transmet également les souvenirs réels de ce corps. Il se rend compte qu'il n'était jamais tombé dans le désespoir. Il a toujours essayé de jouer le rôle du lâche et préparait le terrain pour sa vengeance. Le protagoniste réalise qu'il s'est réincarné dans un monde pour lequel il n'était pas préparé. Julian lui demande de l'écouter désormais, car il peut aussi en tirer beaucoup de choses positives de leur accord. Il lui raconte l'histoire de l'archidémon d'Avin et du roi héros Cagin. Cette histoire s'est déroulée il y a 500 ans. Un épéiste manchot, David, s'est évadé de la prison de Simon. En utilisant un contrat avec un démon, il a dévoré des milliers de personnes pour devenir plus fort, et c'est pourquoi il est inscrit dans l'histoire comme un grand démon. Le protagoniste se demande s'il a voyagé 500 ans dans le futur ou quelle est la probabilité qu'il y ait eu, il y a 500 ans, une personne nommée Davin et une autre appelée Cagin. Pourtant, il est sûr qu'il est mort il y a 500 ans. En prison. Cela le met très en colère de savoir qu'on ne l'a même pas laissé mourir en paix. Qu'ils ont même fabriqué l'histoire et parlé du grand démon et du héros. Qu'ils arrêtent leurs bêtises, que cette histoire était simplement inventée. Mais il se calme et lui demande de continuer, s'il te plaît. Ensuite, le roi héros a étouffé ses larmes et a travaillé avec le plus grand héros de l'époque, son meilleur ami, l'empereur du soleil, et ainsi ils ont pu vaincre le grand roi démon. Le protagoniste se souvient qu'il y avait un autre héros. Mais il se rend compte que c'était le gamin qu'il admirait beaucoup. Bien qu'Arslan fût jeune à cette époque, il était un ami et disciple de lui. Il lui rendait visite de temps en temps dans le cachot. Et lui disait qu'il n'avait jamais commis aucun crime, et que l'autorité ne gagnerait pas. Qu'il allait assurer son honneur, peu importe le temps que cela prendrait. Mais après ce jour, Arslan ne revint jamais, et on nous raconte qu'Arslan est le premier patriarche de sa famille, qui s'appelle la famille d'Anka, et sa mission est de surpasser la famille Simon. Pour cela, le protagoniste a été convoqué. Il réfléchit et pense que la famille a été créée pour lutter contre la vérité. C'est une coïncidence. Arslan lui a définitivement dit qu'il découvrirait la vérité. C'était quelqu'un qui savait comment il l'avait lésé. Si ce n'est pas une coïncidence. Et même s'il peut tout savoir, il en est sûr. Arslan Falcon a quitté la famille Falcon et a créé la famille d'Anka, une nouvelle famille, créée dans le but de récupérer l'honneur du protagoniste, donc s'il accomplit vraiment l'objectif de surpasser la famille, Julian peut vraiment devenir Dieu. Julian le confirme, et si cela arrive, son corps sera pour le protagoniste. Ainsi, cet accord les avantage tous les deux. Le protagoniste remercie Arslan et héritera de la mission qu'il lui a laissée, il surpassera la famille qu'il a trahie. Ensuite, le protagoniste se dirige pour voir quelles techniques de combat ont évolué en ces temps. Car 500 ans se sont écoulés, et les héritages des épéistes évoluent toujours. Et alors qu'il observe le corps, celui-ci commence à faiblir et il s'évanouit de nouveau. Il s'exprime en disant que ce corps est une poubelle. Et que s'il n'utilise pas le mana pour le contrôler, il ne pourra pas mener une vie normale. Il remarque un petit détail et appelle Julian pour lui dire pourquoi il n'aurait pas appris à manier l'épée. Celui-ci lui répond qu'il avait un handicap qui ne lui permettait pas de la prendre, et qu'il le lâche. Qu'il est simplement né ainsi.
Mais le protagoniste disait que ce n'était pas le cas. Qu'il avait un exosquelette céleste qui littéralement est capable de stocker du mana dans n'importe quelle partie de son corps. Plus précisément, il est capable de stocker du mana dans ses os. Mais Julian ne comprend pas très bien, le protagoniste. Il lui demande d'écouter attentivement. Un artiste martial doit utiliser le mana pour posséder une force transcendante, au-delà d'un humain normal. Le mana qui provoque des miracles est normalement stocké dans le cœur humain, mais avoir un exosquelette céleste signifie que tu peux stocker le mana dans tes os, au-dessus de ton cœur. Cela signifie qu'il est capable d'utiliser le mana à l'infini. Et tout cela était très ironique, car Julian, la personne que tout le monde appelait héros et qu'il détestait, possédait cette capacité. Julian ajoute aussi une chose. Il dit qu'on ne peut pas lier le cœur imaginaire au cœur, mais le protagoniste ne comprend pas ce que c'est. Le cœur imaginaire est le stockage. Imaginaire pour son mana, mais le protagoniste ne comprend pas pourquoi il ne stocke pas directement dans le cœur. À son époque, c'était la méthode pour stocker le mana, mais bon. À son époque, il stocke le mana dans l'imagination et les appelle étoiles. Le nombre d'étoiles utilisées représente la force de l'artiste martial, et le protagoniste commence à recueillir le mana de son cœur en donnant quelques tapotements, disant qu'il faut prendre autant de risques si on veut être reconnu comme un artiste martial digne de ce nom, et que David, avec un seul bras, a appris cette méthode et a aussi grandi ainsi. Mais Julian est totalement en désaccord. Son ordre est mauvais, il ne connaît pas la formule du circuit et laisse son mana circuler n'importe où. Il y a une formule pour utiliser le mana efficacement, mais le protagoniste dit qu'à son époque il le faisait seulement par toucher, dont la moitié a survécu. N'est-ce pas une bonne statistique? Et il lui reproche pourquoi il a tant abîmé son corps. Que son corps avait une grande physionomie. Son cœur et son circuit de pouvoir magique sont forts. Il aurait réussi s'il avait grandi avec un entraînement approprié de la famille Simon, et que son corps a été affamé de mana pendant plus de 13 ans. À ce rythme, son corps mourra sans avoir atteint l'âge adulte. La méditation empêchera que le corps s'aggrave, mais il y a une limite. Il lui reste peut-être environ 10 ans de vie, mais 10 ans suffisent. C'est le temps que David a passé enfermé dans une prison souterraine, mourant lentement de faim en aspirant à la vie pendant ces 10 ans. Ils étaient terriblement effrayants. Un assistant arrive pour le défier, demandant pourquoi il était si enfermé et ce que signifiait tout ce désordre. Il s'appelait Wilson et il lui jette ses vêtements pour qu'il les nettoie, et qu'il nettoie aussi la chambre. Il est surpris. La personne qu'il voit devant lui semble beaucoup plus forte. Ce n'est plus le même l'âge d'avant, et il lui crie qu'il doit avoir appris la magie noire ou quelque chose comme ça. Il doit prévenir immédiatement la grande chambrière et informer le patriarche, mais le protagoniste lui répond. De quoi il parle, d'une manière qu'il ne devrait pas. Il est très arrogant. C'est vrai qu'il lui a donné plus de travail que d'habitude, mais ce n'est pas son travail. Après tout, mais Wilson lui avait déjà dit qu'il détestait faire les choses qu'il ne voulait pas, mais le protagoniste lui arrache les vêtements des mains et lui dit qu'il ira lui-même les chercher et qu'il ira voir la grande chambrière dont il a parlé précédemment pour lui dire qu'il est venu en personne. Parce que son serviteur et domestique Wilson ne veut pas travailler. Mais Wilson se rend compte que le protagoniste n'est plus le même. Alors il va commencer à le respecter un peu plus, mais Julian lui dit de faire un peu attention aussi, parce qu'il a tué beaucoup de gens, mais le protagoniste le rassure. Il s'est battu contre beaucoup de gens qui, quand ils tuent, ont une énergie absolument différente, et le domestique n'en a pas du tout. Et il sait cela parce qu'il a eu une vie difficile. Le domestique avait déjà nettoyé la chambre et lui avait apporté les vêtements propres. Le protagoniste lui demande s'il pourrait lui apporter une épée d'environ 1 mètre, si son poids d'environ 500 grammes conviendrait. Elle doit être faite en bois avec une odeur de noir. Ah, c'est ce qu'il a dit textuellement, je ne l'ai pas inventé. Et s'il ne voulait pas le faire, ils ont prévenu les portiers qu'il devait venir en personne. Puisque son domestique ne voulait pas travailler. Mais lui, croyant que le protagoniste exagérait, lui touche l'épaule, et le protagoniste d'un seul mouvement le met au sol. Lui demandant pardon, parce qu'il avait de mauvais souvenirs d'avoir été attaqué par derrière. Et lui demandant s'il avait compris la leçon, qu'il se comporte s'il vous plaît. Mais le corps du protagoniste criait de douleur rien qu'à faire si peu. Wilson avait quelque chose à dire et il lui dit non, demandant s'il avait dit qu'1 mètre de bois avec une odeur de noir, que c'était vrai. Et qu'il le lui apporterait immédiatement, puis il lui claque la porte violemment. Il s'excuse parce que la porte s'est fermée bruyamment à cause du vent et qu'il ne l'a pas fait exprès. Il remet l'épée au protagoniste. Il va dans la cour pour un entraînement adéquat. Il sait que cet exosquelette céleste est extrêmement faible, mais il ne s'attendait pas à être aussi fatigué après avoir brandi l'épée quelques fois. Il sent qu'il a un long chemin à parcourir. Cependant, cette sensation est bonne. À ce moment-là,
Le mannequin d'entraînement est coupé en deux. La personne s'excuse parce que l'énergie de mana était si faible qu'elle ne croyait pas qu'ils utilisaient ce mannequin. Il demande si c'était l'incapable de Vincent. Julian explique qu'il s'appelle Revan Adenka, un descendant très collatéral. Et aussi l'un des candidats qui devrait gagner l'Assemblée des épées. Il a déjà rencontré le père de ce garçon et averti de faire attention. C'est une étoile montante des descendants collatéraux. Et le plus habile parmi les 13 jeunes de la famille secondaire. Il s'imaginait que s'il gagnait l'Assemblée des épées, il devrait se battre contre lui, alors il est venu le chercher. Cette compétition réunit tous les enfants des familles collatérales ou secondaires. Ils les font combattre et celui qui gagne aura l'honneur d'eux. Affronter un participant de la famille royale, qui dans ce cas serait le protagoniste. Il lui demande s'il ne va pas se cacher, car il est très faible et peureux, qu'il n'aura pas peur d'une épée, n'est-ce pas? Mais le protagoniste, le remettant à sa place avec classe, exprime que même les provocations devraient avoir un certain niveau de dignité et de classe. Comment ose-t-il couper l'épouvantail de quelqu'un d'autre, qui est la honte des artistes martiaux? Il devrait avoir honte de ce qu'il a fait et son père aurait dû lui apprendre ses manières, puisqu'il vient d'une famille secondaire. Ce que dit le protagoniste le met en colère. Il pense que c'est un salaud et ose insulter son père. Il devrait avoir un certain niveau de dignité et de classe. Comment ose-t-il couper l'épouvantail de quelqu'un d'autre, qui est la honte des arts martiaux? Il devrait avoir honte de ce qu'il a fait et son père aurait dû lui enseigner ses manières, puisqu'il vient d'une famille secondaire. Ce que le protagoniste a dit le met en colère. Il pense que c'est un bâtard et il ose insulter son père. Il a décidé de ne pas lui pardonner dès l'instant où il a choisi de manquer de respect à son père. Le protagoniste sait que s'il se bat à ce moment-là, il perdra, mais son adversaire est rempli de haine, utilisant encore du mana. Surtout son épée, il ne peut pas bien la contrôler, car ce sentiment lui a été transmis par son père et il pense que, même après 500 ans, l'esprit de l'artiste martial s'est détérioré. Alors le protagoniste va donner une vraie leçon à ce type. Le blond se rend compte qu'il peut facilement battre le protagoniste, mais il ressent une étrange sensation que le protagoniste peut le trancher à tout moment. Il sent une atmosphère très lourde. Le protagoniste lui enlève l'épée, exprimant qu'il doit faire attention, car lors de l'Assemblée des épées, les épées ne seront pas en bois. Et le blond, en entendant ces mots, entre en colère, attaquant le protagoniste de toutes ses forces, mais étant arrêté par un de ses proches, lui disant qu'il ne peut pas se battre contre le jeune Vincent ici, car s'il se bat, il aura une excuse pour ne pas se présenter à l'Assemblée des épées. Le blond lui dit qu'ils se retrouveront à l'Assemblée des épées et qu'il était un petit chat peureux. Reprenant ses études avec Julian, il lui explique que les traits sont créés artificiellement, à partir du pouvoir analysé, une bénédiction faite par l'homme, et que Raven, l'adversaire récent, possédait aussi une capacité appelée Homme d'acier. Cette capacité est obtenue grâce au roi nain, qui inclut de nombreuses compétences, mais Raven avait l'Homme d'acier, un trait de niveau moyen. La défense et le pouvoir destructeur sont sa spécialité, et Julian avait définitivement raison. Car Raven, le blond, a montré un exploit incomparable pour son époque, qui était de casser la poupée en deux avec une épée en bois, et que, pour commencer à rivaliser avec ce genre de personnes, il faut s'habituer à ses compétences. Il est de nouveau sur le terrain d'entraînement. Tout le monde se moque, car son contrôle de l'épée est trop faible, et en plus il commence à halter, à se fatiguer après 3 coups. Il était inutile, mais apparaît alors sur scène le vice-commandant de l'unité de l'épée blanche. Son nom était Merlin, calmant tout le monde, demandant ce qu'il y avait de drôle que le jeune seigneur de la famille d'Anka, il s'entraînait aux arts martiaux. Tous s'enfuient en courant, mais en murmurant dans leur esprit. Lui aussi a pensé la même chose en le voyant. Qu'un type qui brandit l'épée sans direction, sans mana ni aucun trait, est destiné à être méprisé par les gens. Mais ce qui a aussi beaucoup attiré son attention, ce sont les yeux du protagoniste, qui semble chercher désespérément quelque chose. Vincent lui demande pourquoi tout le monde le regarde, et propose d'aller s'entraîner dans une forêt. Mais le protagoniste n'avait ni le temps ni l'endurance pour y aller. Il était habitué à être mal regardé, car personne ne s'attendait à ce que le d'avant a un seul bras bas de Gagein, mais il a fait et a transformé les huées en cris d'admiration. Soudain, quelqu'un lui donne une potion de récupération avancée. Et grâce à cette potion, il pourra s'entraîner plus facilement. Le protagoniste ne le croit pas vraiment et lui demande s'il se moque de lui. Mais pour être honnête, il l'a fait dès le début, bien que ses yeux semblent chercher désespérément quelque chose.
Il prend congé en pensant que ce jeune a beaucoup changé et espère qu'il aura beaucoup de chance sur son chemin. Le protagoniste s'est entraîné jour et nuit, et pas seulement physiquement. Il a aussi étudié de nombreux livres pour pouvoir avoir une bonne idée de ce qu'il faisait. Après avoir affiné sa technique, en exécutant toutes les étapes correctement, il a commencé à voir sa voie pour vaincre Kajin. Enfin, son épée a tracé par points la trajectoire que doit avoir son coup. Pour pouvoir manifester ses compétences, ça a enfin fonctionné. Sa maîtrise de l'épée était complète. Wilson apporte son petit déjeuner au protagoniste. Le protagoniste se rend compte qu'il y a très peu de nourriture et qu'on voit clairement qu'il a de la nourriture dans la bouche, donc c'était lui, et à ce moment-là, il peut le trouver adorable, mais sans dépasser les limites. Wilson commençait à se lasser de l'attitude du protagoniste et pense qu'il va le tuer, mais le protagoniste peut utiliser la télépathie et lui dit qu'il peut le contrôler par la peur. Mais il ne veut pas ça. Il veut sa loyauté malgré tout et lui demande de cesser d'agir avec arrogance devant lui et de se mettre à ses côtés, qu'il choisisse, quand le moment viendra, d'être gouverné par la peur ou de montrer sa loyauté. Wilson reste vraiment étonné de la maturité du protagoniste, de la force qu'il avait acquise et de sa froideur. Ensuite, le vice-commandant est sur le terrain d'entraînement. Et il se rend compte que le protagoniste a terminé son entraînement plus tôt aujourd'hui. Il regarde le mannequin coupé en deux et se demande si cela avait été fait avec une vraie lame. Mais d'après ce qu'il a vu, le protagoniste n'utilisait que des lames en bois. Pour parvenir à cela, et en plus avec une surface aussi précise. Cela ne pouvait pas être réel, une croissance aussi exponentielle en si peu de jours. Le protagoniste était totalement surpris, en train de se changer. Il se rend compte que ses vêtements ne sont pas en tissu de qualité et que sa nourriture n'est pas bonne non plus. Et pourtant il est noble et d'une famille principale. Il en conclut que quelqu'un lui vole de l'argent, et cela doit être quelqu'un au-dessus de Wilson, car Wilson ne pouvait définitivement pas être la cause. La scène change pour le blond, qui est totalement en colère, s'entraînant jusqu'à l'épuisement. Se rappelant les paroles du protagoniste, son père entre en disant que son entraînement se passe très bien, et qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant l'assemblée des véritables épées. Et s'il voulait échapper à cette vie de pauvreté et de douleur de la famille secondaire, il devait battre Vincent, coûte que coûte, il devait devenir le seul membre de la famille secondaire à vaincre la famille principale Revent. Il pense que son père est de plus en plus irrité à mesure que les jours passent avant l'assemblée. Jour après jour, l'obsession du père empire, et s'il battait seulement Vincent, son père et sa famille pourraient redevenir ce qu'ils étaient avant. Ensuite Julian lui explique la dernière chose que le protagoniste doit savoir, la récompense de cette compétition. C'est le cristal de mana donné au champion. S'il l'ingère, son corps et son mana seront instantanément renforcés. Le protagoniste se rend compte, par le regard et les paroles, que Julian s'est beaucoup investi, qu'il veut juste gagner, et lui, même s'il n'est pas le roi spirituel qu'il espérait, lui offrira une victoire bien plus précieuse que tout ce que le roi des esprits aurait pu lui accorder, et il appelle Wilson pour lui demander une faveur. Wilson entre dans le bureau du grand chambellan. Elle faisait très peur, mais c'était à prévoir, car elle avait cette étoile d'un artiste martial et Wilson avait un message pour le jeune maître. Il avait quelque chose à dire au chef de la famille. Il voulait lui demander directement de venir à l'assemblée des épées véritables, ou à ce moment-là, il prouverait sa valeur en tant que membre de la famille principale. Elle dit que le chef de la famille n'a jamais assisté à l'assemblée des épées, qu'il n'a ni le temps ni la raison de le faire, mais Wilson prononce une phrase. C'était le prix à payer pour avoir volé au jeune maître, rendre possible ce qui ne l'était pas, puis il s'en va. Elle est confuse, mais très fière du protagoniste, se dirigeant vers le chef de la famille, l'informant que le jeune maître Vincent l'a invité à l'assemblée des épées véritables, où il a dit qu'il prouverait sa valeur en tant que membre de la famille principale. Mais le chef est résigné, il ne croit pas que le protagoniste ait de la valeur. C'est une personne qui manque de compétences et il va être déçu. Mais elle insiste pour qu'il y aille, que si le jeune maître Vincent ne peut pas se prouver lui-même, elle donnera sa tête. Elle mise tout sur le protagoniste, le chef ne comprend toujours pas. Pourquoi elle le défend autant? Il pense qu'une raison pourrait être qu'elle lui volait de l'argent. Mais il sait qu'elle l'a fait exprès pour le bien de Vincent. Elle avait l'intention d'utiliser cet argent pour son avenir, mais elle gagne. Elle a vu le courage du protagoniste et participera à l'assemblée des épées véritables. Le jour de l'assemblée, le dôme était rempli de monde. Yvan Khan avait le regard uniquement fixé sur la défaite du protagoniste. Et il remarque aussi que le patriarche Khan était là. C'était son occasion de le vaincre. Complètement devant le patriarche et l'assemblée des épées. L'assemblée des épées véritables commence. Vincent contre-attaque avec l'épée.
Mais il est repoussé par un bouclier. L'adversaire attaque, mais Vincent. Cela ne lui fait absolument rien, car il possède son attribut d'homme d'acier, et à sa deuxième attaque, il parvient à briser le bouclier et vaincre son adversaire. Le père crie d'émotion, et tous murmurent que ce fils est très fort. Cet attribut qu'il possédait était vraiment impressionnant. Il était un descendant collatéral. Mais il pourrait parfaitement appartenir à la famille principale. Le protagoniste admire de loin. Il pense que, selon les standards d'il y a 500 ans, tous ceux qui participaient étaient des génies. De véritables génies brillants, mais aucun ne possède de profondeur dans leurs arts martiaux. Ils ne voient aucune expérience de combat dans leurs mouvements. C'est comme s'ils étaient des marionnettes dansant sur une feuille de réponse. Après quelques heures, les combats sont terminés et une épée reste ferme dans l'arène. C'était celle de Ravenne. Et maintenant, comme le dictent les lois, il demande à combattre contre le descendant direct de la famille, et le protagoniste accepte le défi. Tous deux étaient face à face avec un sourire sur le visage qui montrait qu'ils étaient prêts à se battre. Le protagoniste retire son épée à deux mains, révélant qu'il va combattre avec une épée en bois et qu'il n'utilisera pas son bras droit. Il laissera aussi son adversaire porter 3 attaques en premier. Tout le monde se demande de quoi parle le protagoniste. En fait, ils ont entendu beaucoup de rumeurs sur sa faiblesse et pensent qu'il est peut-être devenu fou. Il répète qu'il ne bougera pas de sa position avant les 3 premières attaques. Ravenne pense qu'il fait ça juste pour l'humilier. Les gens murmurent que c'est absurde. Il commence à se demander si le jeune Vincent sait vraiment faire des arts martiaux. Le père crie qu'il fait ça juste pour avoir une excuse quand il perdra. Et qu'il devrait l'arrêter, mais le patriarche le permet. Mieux vaut que Vincent prouve ses paroles par des actes. Le combat commence. Le protagoniste lui répète qu'il le laissera porter les 3 premières attaques. Ravenne l'attaque sans hésiter. Le protagoniste sait que la première attaque sera une courte estocade et que ce sera aussi une feinte. Pour la deuxième attaque, qu'il dévie d'une seule main, indiquant que 2 attaques sont passées. Ravenne entre dans le désespoir et attaque à nouveau. Et le protagoniste fait une manœuvre et le met au sol. C'était la 3e attaque. Et il tiendra la promesse de Julien. Maintenant, c'est à lui d'attaquer. Tout le monde est surpris par la performance du protagoniste. Ravenne se relève. Attaquant avec sa compétence activée, le protagoniste esquive et contre-attaque. Mais Ravenne ne ressent pas la douleur du coup. Cela le remplit de confiance. Car il pense que le protagoniste n'a pas de force, mais c'était ce que voulait le protagoniste. Profitant que Ravenne a baissé sa garde, il lui porte un coup qui l'envoie voler. Et sans perdre une seule seconde. Il attaque alors que Ravenne est en l'air, son attaque doit être parfaite. Il n'a qu'une seule chance et parvient à voir le tranchant de son domaine. Le bras de Ravenne a été coupé, donnant la victoire au protagoniste. Le corps du protagoniste était à la limite, mais il ne pouvait pas encore s'effondrer. Il a tenu sa parole, et le patriarche déclare le protagoniste vainqueur de l'Assemblée des épées véritables. La remise des prix commence, mais le père du blond entre, en colère. Exprimant qu'il y avait un trucage, le prêtre informe qu'ils n'ont pas réussi à sauver le bras de Ravenne, une blessure jamais vue auparavant. Le père reproche au patriarche que même un prêtre de 3e degré ne peut pas guérir la blessure, et que Vincent a dû utiliser un truc. Les présents commencent à murmurer que cela pourrait être un coup monté de Vincent. Le protagoniste clarifie à tous que l'assemblée a été observée et approuvée par le patriarche, qu'il a nommé vainqueur, et si le père se croit supérieur au patriarche pour ce qui a été dit auparavant, qu'on arrête Charles Adanka parce qu'il s'est moqué du patriarche en public. Le patriarche lui dit qu'il doit être reconnaissant envers Vincent, car il a seulement demandé la prison, mais sa peine aurait dû être bien pire. Ravenne courait toujours le risque de perdre le bras, et le protagoniste demande au prêtre d'utiliser la pierre miraculeuse qu'il a gagnée pour le guérir. C'est lui qui a coupé le bras de Ravenne, donc il en assumera la responsabilité. Prenant une épée, il coupe les cordes du père, lui demandant d'éduquer correctement son fils, car il a provoqué d'innombrables fois, et pour pouvoir le guérir, il a besoin du bras droit de quelqu'un d'autre. Le père est prêt à se couper le bras, prouvant ainsi sa valeur et son amour pour son fils. Sa vie est pardonnée. L'apôtre parvient à sauver le bras de Ravenne, ce qui donne lieu à une étreinte très paternelle, et Wilson, admirant depuis l'extérieur, pense que le protagoniste est vraiment génial. Après cela, le protagoniste reçoit une visite. C'était le pontife de Gaïa qui venait lui remettre une pierre miraculeuse. Puisqu'il lui avait enseigné une grande leçon de compassion et de sagesse, aujourd'hui le protagoniste accepte volontiers le cadeau et lui donne aussi une semelle. Ce qui signifie essentiellement « traitez-moi comme un pontife de 2e classe, Julien ». Il informe également qu'il est possible qu'il dîne avec le patriarche. Aujourd'hui, pour sa victoire, le protagoniste s'habille soigneusement au cas où est, en effet,
Wilson lui apporte la nouvelle. Il se rend au dîner, sa belle-mère l'attend. Pour voir le patriarche. Le patriarche dégage une pression rien qu'en parlant. Il l'avait appelé pour 2 raisons. La première, le féliciter, et la seconde, valider ses qualités. Le regard de la belle-mère exerçait une énorme pression. Il n'aimait pas cette sensation. La belle-mère avait le pouvoir de voir si les gens mentaient. Elle apprend que la capacité du protagoniste est très similaire à celle du roi Hérocagin, et le protagoniste devra parler de la façon dont il a acquis cette capacité. Julian et le protagoniste ne savent pas quoi dire. Car ils ne pouvaient pas mentir. Le protagoniste dit qu'elle a été acquise par une révélation. Mais les révélations sans bénédiction étaient mauvaises et il pourrait être jugé même par la cour. Julian, résigné, lui demande de simplement répéter ce qu'il lui dira. Lui, s'il était malfaisant, pourrait facilement être reconnu par un prêtre, qui lui avait offert une pierre miraculeuse en cadeau. Les yeux de la belle-mère ne réagissent pas du tout. Autrement dit, il dit la vérité. Le protagoniste explique qu'il a beaucoup appris. À travers les révélations, mais néanmoins, il a toujours été capable de lire les mouvements mystérieux de l'épée. Depuis très longtemps, mais il s'était aussi longtemps demandé s'il devait apprendre cela ou non. Mais il voulait changer. Même s'il le soupçonnait, il trouvait bien pire de ne rien faire à ce sujet. Il sentait qu'il devait prouver quelque chose, il devait montrer qu'il n'était plus une honte. Il voulait montrer qu'il était fort et qu'il accepterait le jugement du père. À la lettre, le patriarche se lève et donne son verdict. Il demande à Vincent de poursuivre son entraînement, mais sa maîtrise de l'épée était trop similaire à celle de l'Orcagime, et la famille Simon ferait un scandale en disant qu'on lui volait. Mais il n'aurait rien à dire. Si la compétence venait de l'ancien roi démon, alors il dirait cela. Le patriarche le félicite à nouveau, et lui demande s'il pouvait aider en quelque chose. Le protagoniste demande l'accès à la bibliothèque de la famille. Le patriarche accepte et lui donnera aussi l'épée. Du lotus carmin. C'était l'épée que le patriarche lui-même utilisait quand il était jeune. Elle faisait pratiquement partie de l'histoire de la famille d'Anka. Ce qui rendait Julian très heureux. Il disait qu'au début il était déçu parce qu'il n'était pas le roi des esprits, mais il avait accompli plus que ce qu'il aurait imaginé. Et alors qu'il s'apprêtait à retourner dans leur chambre, la belle-mère veut lui parler. Elle suppose qu'il a beaucoup travaillé et elle est fière. Et pour son accomplissement, il devrait entrer à l'académie de la famille Carmin, selon leur coutume. On nous explique que la forteresse est une académie d'entraînement que possède la famille d'Anka, et les conditions pour pouvoir y entrer sont de gagner l'assemblée des vraies épées et l'autre condition est de vaincre le démon de rang inférieur, le démon Carmin. Et elle lui donne un conseil. Il n'y avait aucun moyen de vaincre le démon Carmin en un seul coup, et dans l'état actuel du protagoniste, ce serait impossible de le battre. Le protagoniste se rend compte qu'elle s'était attachée à eux. Il la remercie et s'en va. Elle est surprise, elle a essayé de lui expliquer les caractéristiques du démon Carmin, mais le protagoniste est parti sans poser de questions. Il était en présence d'un artiste martial étonnant, sans peur ni hésitation. Son cœur s'agite. Il demande si Madame Servana regardait, car aujourd'hui son fils avait fait un grand pas en tant qu'artiste martial. La scène change, Wilson chante qu'il doit aider le protagoniste et reçoit gratuitement un coup violent à la tête. Car il tramait probablement quelque chose contre le jeune maître. Mais il explique qu'il avait changé, qu'elle était désormais une servante digne du jeune seigneur, et lui dit qu'elle avait manqué tout ce qui rendait le protagoniste génial en ce moment. Le protagoniste est à la bibliothèque à chercher des informations, mais il ne trouve aucun enregistrement datant d'il y a 500 ans. C'était comme si quelqu'un avait intentionnellement effacé tous les registres de cette époque. Julian lui demande si elle connaissait bien cette période. Et à qui appartenait-il vraiment? Le protagoniste pense qu'il est temps de révéler l'information à Julian, car il a prouvé être une personne de confiance. Mais il ne sait pas comment Julian va réagir en apprenant qu'il est le démon Dave. Alors il lui dit d'abord de se calmer. Qu'en entendant son nom, il garde son calme. Mais le protagoniste, en prononçant son nom, ne laisse pas Julian entendre un bruit très désagréable. Le protagoniste essaie de répéter son nom à nouveau, mais le bruit dérange trop Julian. Et Julian lui dit qu'ils remettront ça à un autre jour. Le protagoniste, à ce moment-là, voit un livre qui pourrait peut-être lui servir. C'était un roman d'amour. Mais dans cette bibliothèque, il n'y avait que des secrets de guerre, donc quelqu'un avait dû garder l'information dans un format différent. Le livre disait « C'était une chaude journée d'été et je suis entré nu dans la grande roue. » Julian ne voulait plus lire, mais le protagoniste découvre que le livre contient les enseignements nécessaires dont il a besoin. Grâce à cela, le protagoniste peut manifester des traits à sa manière. Julian l'avertit que faire cela est extrêmement dangereux,
mais le protagoniste veut essayer immédiatement. Il sort de la chambre et des cris de joie se font entendre. C'était vrai. Qu'il avait vaincu Ravenne et gagné la compétition. Le protagoniste demande à Julian à qui elle appartenait, et elle s'appelait Ciri. Elle est partie un moment à cause d'une situation familiale. Elle, à la surprise du protagoniste, était la seule à montrer de l'affection à un perdant comme Vincent. Elle était très fière du protagoniste, et à ce même moment, arrive Redan, qui avait quelque chose à lui dire. Les deux étaient assis face à face. Sans rien dire, et Ravenne dégaina son épée, mettant le protagoniste en garde. Exprimant que Ciri devait partir, car cela pourrait être dangereux. Peut-être que Ravenne n'avait pas appris la leçon, mais Ravenne, appuyant son épée, venait remercier et paraphrasant dit, il a pardonné son manque de respect. Et lui a donné sa pierre miraculeuse. Lui, comme un lâche, a essayé de réparer son bras au prix de son père. Mais il a récupéré son bras et son père est redevenu en paix. Il a tout récupéré, mais il n'a rien pu rendre. Il a tout récupéré, mais n'a pas pu rendre quoi que ce soit. Ce jour-là, il a été lâche, mais il souhaite cesser de l'être. Et c'est le meilleur qu'il puisse offrir. Il jure une loyauté inconditionnelle au protagoniste. Tout le monde est surpris, et le protagoniste accepte le serment. Revan se rend compte que l'épée que porte le protagoniste est l'épée du lotus carmin. Et à cause de cela, il ne regrette pas son serment et remercie le protagoniste. Ciri est vraiment fière de tout ce qui a changé. Vincent et Julian disent qu'ils peuvent maintenant avoir les traits de la bénédiction du roi nain, grâce à Revan. Ils expliquent aussi leur plan à Ravenne, qui consiste à gagner sa bénédiction. À l'aide d'un livre qu'ils ont trouvé, Ravenne doit le guider pendant que le protagoniste médite. C'est essentiellement confier sa vie à Ravenne. Le protagoniste commence. Les deux sont impatients. Ravenne donne les indications pour former la figure correcte du symbole. Le protagoniste doit se concentrer sur ce que dit Ravenne et contrôler son mana pour le former correctement. Julian lui dit de ne pas aller trop vite. C'est comme faire des sauts périlleux au-dessus d'une falaise, et Ravenne lui dit aussi de ne pas se précipiter, que c'était déjà rapide. Alors, il faut y aller calmement, mais le protagoniste pense qu'il faut savoir prendre des risques dans le danger et avancer. Le protagoniste essaie de former le symbole. Il ne lui manque plus qu'à unir la dernière partie du flux de mana, mais Ravenne lui crie que c'est trop tôt. Et le protagoniste y était arrivé, mais la connexion se rompt. Dans un autre plan, la belle-mère et le patriarche parlent du protagoniste. Ils disent que le protagoniste veut entrer à l'académie et qu'il doit vaincre en moins de 6 mois le démon carmin, mais le patriarche demande qu'on informe Vincent qu'il n'a qu'un mois pour le vaincre. On voit Revan défier le protagoniste, qui faisait les choses trop vite. Lui a mis 6 mois pour pouvoir faire le symbole. Julian le défie aussi, et le protagoniste pensait qu'il allait presque se réincarner à nouveau. Le grand chambellan était sur le point de transmettre le message et voit que tout est détruit. Et voulait une explication. Le protagoniste dit qu'il méditait simplement, mais Ciri lui dit de ne pas mentir. Le grand chambellan dit que peu importe ce que c'est. Quelle que soit la méditation, il faut se dépêcher. Le patriarche a parlé, le rituel doit être terminé en moins d'un mois. Le protagoniste pense que c'est parce que le patriarche a de grandes attentes à son égard. La grande chambellan lui demande de faire de son mieux. Qu'il doit absolument réussir la mission. Ravenne pense qu'il lui faudra au moins 2 mois pour obtenir la bénédiction du roi nain. Ciri lui demande de ne pas risquer sa vie. Et il se rend compte que Ciri possède une quantité débordante de mana. Tous lui demandent ce qu'il va faire maintenant, car un mois était très court, et il dit à Ravenne si c'était le bon circuit et qu'il allait dépasser les attentes du patriarche. 2 semaines plus tard, ils sont réunis pour commencer la manifestation. Le protagoniste se demande ce que c'était. Ravenne dit que c'était la bénédiction du roi nain. Le premier des traits de défense, le renforcement du corps. Il pense qu'il a vraiment fait et que même pas un mois s'est écoulé. Le protagoniste croit qu'avec ça, il peut déjà vaincre le démon cramoisi. Il remercie Ravenne. Et a une autre faveur à lui demander. 2 jours plus tard, il est temps d'aller chez le démon cramoisi. La grande chambellan lui demande s'il est sûr, car seulement 2 semaines se sont écoulées. Elle a protégé plus de ses frères lors de cette épreuve et aucun d'eux n'a échoué, et le fils de Servana ne pourrait pas être le premier à échouer. Elle lui demande de ne pas défier l'épreuve avec un courage infondé, mais le protagoniste la calme. Il lui dit qu'elle n'a rien à craindre. Dans la calèche, il lui demande pourquoi elle fait tant d'efforts pour l'aider, que il se souvient des malversations de son budget, et se demande si elle a fait ça pour lui donner une faiblesse à exploiter intentionnellement, mais s'il ne veut pas en parler, cela ne le dérange pas et qu'ils étaient déjà arrivés. Elle dit au protagoniste de se préparer. Il crée une barrière de mana et le démon cramoisi apparaît immédiatement.
Le protagoniste demande à la grande chambellan d'observer attentivement et de rapporter ce qu'elle verrait. Le démon cramoisi attaque. Le protagoniste sait mieux que personne se battre au corps à corps. Elle pense que sa stratégie était incroyable, que personne à 14 ans lors de son premier combat. Le protagoniste saurait quelque chose comme ça. Il pense que le trait du nain était définitivement incroyable, et que c'était la base. Pour la voie de la compétence d'épéiste. Le démon cramoisi était très agressif. Après cela, son attaque aurait beaucoup d'ouverture. Il demande si elle a vu ce qui est arrivé à la grande chambellan. Mais elle pense qu'il ne le sait vraiment pas, la raison pour laquelle on ne peut pas vaincre le démon cramoisi. En un seul coup et parce qu'il a une seconde vie. Le protagoniste esquive et croit que même cela était pareil qu'il y a 500 ans. Mais le démon le surprend avec une attaque. Il pense que ces démons ont évolué en vitesse et en force, et que c'était dangereux. La grande chambellan voulait intervenir, mais son interruption serait un échec pour le protagoniste. Et elle demande à Lady Servana de ne pas laisser son fils mourir. On nous raconte l'histoire de la mère du protagoniste, elle l'avait sauvé. Et lui avait demandé de rejoindre son groupe, alors elle a rejoint l'aventure. Pour faire de la famille d'Anka une légende. Elle était forte et belle. Elle avait le pouvoir de faire sourire les gens, c'était un rayon de lumière. Et quand Lady Servana est décédée, elle a juré de protéger cet enfant jusqu'à ce qu'il devienne un artiste martial respectable. Mais pendant 14 ans, elle a vu que cet enfant n'avait pas d'avenir. Et quand elle a commencé à voir une lueur d'espoir, il ne peut pas mourir. Lui criant d'arrêter. Le protagoniste lui donne le signal. Vincent compte sur lui et se met à méditer. Raven utilise la compétence d'homme d'acier, mais le démon cramoisi était trop fort, plus que prévu, lui brisant l'épée. Il ne peut plus résister, et le protagoniste lui dit qu'il a fait du très bon travail. Il remercie Raven, mais la grande chambellan pense que le patriarche n'est peut-être pas tellement d'accord pour qu'il ait reçu de l'aide. Et que cela ne dépassait pas les attentes du père. Mais il lui dit de se calmer. En tuant l'un, l'autre viendra tout de suite le chercher, et que maintenant c'était son tour. Il utilise la pierre miraculeuse et ne peut utiliser sa compétence que 2 fois. C'est pourquoi il a dû méditer pour que son corps tienne le coup. L'inquiétude de la grande chambellan était vaine. Ce que Vincent a fait était incroyable. Julian lui demande de se reposer, que son corps ne tiendra plus, mais le protagoniste décide de rester debout, et à ce moment un cercle d'invocation apparaît. Quelque chose jamais vu auparavant. Après cette épreuve, un gardien de l'artefact est apparu. Le grand chambellan leur demande de partir. Car c'était trop dangereux. Ils sont surpris par le niveau d'une 7e étoile. Ils se demandent ce qu'ils faisaient, mais elle se rend compte qu'ils visaient la forme réelle de l'esprit et que les jeunes seigneurs étaient en danger. Elle s'était distraite, mais le jeune seigneur, même à sa limite, a pu comprendre comment cela était possible. Le gardien protégeait un coffre qui contenait un os de dragon mort. Il pense que c'est le fondateur de la famille qui l'a laissé. C'était un trésor dont on ne pouvait mesurer la valeur. Elle lui demande de le prendre, mais il dit que ce genre de butin serait une possession pour la famille et qu'il aurait des ennuis si quelqu'un la prenait. Mais elle lui dit qu'elle peut gérer ses problèmes, et le protagoniste part en deux l'os et lui dit qu'il sera aussi complice. Le patriarche et le grand chambellan lui disent que le protagoniste a accompli l'exploit. Il devra informer l'académie. Et il a hâte d'entendre l'exploit du protagoniste. Elle lui dit qu'elle se souvenait du jeune maître Raven, qui a été influencé par le protagoniste et l'a aidé avec le démon. Carmin. Le patriarche pense alors que le démon était trop pour lui, et qu'il a dû recourir à des astuces bon marché. Elle lui raconte qu'après cela il a vaincu un autre démon Carmin tout seul et a découvert le squelette du dragon, laissé par le fondateur, qu'il a fendu en 2, et lui a donné sa part. Le patriarche lui dit qu'elle a raté quelque chose et qu'elle doit essayer de briser le squelette, que c'est un ordre. Elle essaie une fois. Elle essaie avec sa meilleure attaque, mais cela ne fait absolument rien. Il explique qu'il faut être un épéiste de première classe pour pouvoir briser ce genre de squelette. Dans une autre scène, Wilson demande au protagoniste s'il doit vraiment aller avec lui à l'académie. Carmesy Seri lui dit bien sûr que oui, qu'il ne pouvait pas laisser seul le jeune maître, et le protagoniste parle à Julian. S'il ne s'était pas encore rendu compte du mana qui coulait à travers le corps de Seri. Il avait vu un flux similaire il y a 500 ans, puis il lui demande quel est son nom de famille. Il venait de la famille déchue des Isley, le protagoniste. Il comprend, les Isley possèdent une technique appelée corps magique. Il lui demande si elle sait quelque chose sur les ancêtres de sa famille. Mais elle ne connaissait que sa grand-mère, qui était récemment décédée. Le protagoniste
Ne comprend pas pourquoi une famille aussi puissante s'est ruinée. Cela pourrait facilement être l'œuvre de la famille. Simon et Ceri lui racontent que la mère du protagoniste était aussi une Isley et qu'ils ne le savaient probablement pas parce que parler d'elle était interdit. Et Ceri avoue qu'elle devait beaucoup à mademoiselle Servana Wilson. Elle avoue aussi qu'elle doit beaucoup à la mère du protagoniste, grâce à qui ils étaient tous là. Julian pense que sa mère était géniale. Dehors, devant le manoir, Revent l'attend. Il vient dire au revoir au protagoniste. Il va quitter la maison pour pouvoir s'améliorer. Le protagoniste comprend et lui demande une dernière faveur. S'il pouvait enquêter sur la famille Isley, il lui dit que ce sera difficile, mais qu'il essaiera. Ils se disent au revoir et Revent lui dit que la prochaine fois il sera plus fort. Pour ne pas le faire honte, après cela, il demande une faveur à la grande chambellan. Pas comme le fils de Servana, mais comme Vincent. De plus, jusqu'à ce qu'il entre à l'académie Carmesie, elle l'entraînera. Elle lui dit qu'elle ne sera pas tendre avec lui. Déjà sur le terrain d'entraînement, elle lui dit que son trait ne lui sera donné que lorsqu'il lui aura infligé une blessure, et qu'elle n'utilisera pas non plus son épée lune noire. Car il n'était pas encore digne de l'affronter. Il avait 5 mois. Pour entrer à l'académie, le protagoniste lui dit qu'il n'a pas vu ce qu'elle a fait à Revent. Qu'une blessure permanente pourrait être. Et la grande chambellan lui demande s'il lui ressemble à Revent. Le protagoniste attaque instinctivement. Il a vu des lames dans ses yeux. Elle avait un regard capable de tuer quelqu'un. Elle connaît aussi la voix de l'épée. Elle sait aussi que c'est dur. Donc elle sera la meilleure adversaire possible, et elle. Donc ce sera la meilleure adversaire possible, et qu'elle. Il savait qu'il était ami avec le prêtre et qu'il pourrait lui obtenir de l'aide. Pour lui, si quelque chose arrivait au protagoniste, ce serait une semaine plus tard. La préparation des attaques du protagoniste était encore trop lente et c'était tout pour aujourd'hui. Il remarque que sa lame est sur le point de se casser à nouveau. Il ne sait pas combien de fois il a changé d'épée ces derniers jours, donc il devra aller chez le forgeron. Le forgeron s'appelait Hansen. Il lui demande ce qu'il fait à cette heure de la nuit. Elle lui montre toutes les épées qu'elle a utilisées durant la semaine. Il lui demande si elle a eu un combat avec une bête aux griffes acérées ou avec un guerrier aux 9 étoiles. Ou avec un maître de l'épée. Elle lui dit que non, qu'elle s'est seulement entraînée avec le jeune Vincent. Il est surpris si elle parlait du princelet. Sans aucun talent et qu'il voulait le rencontrer immédiatement. Le protagoniste demande pourquoi il voulait le voir à cette heure-ci. Il dit qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il ne puisse pas venir, puisqu'il avait fabriqué cette épée. Julian raconte qu'il était célèbre, qu'il fabriquait depuis des décennies des produits de qualité, mais qu'il avait été ignoré parce qu'il était aveuglé par l'argent. Le protagoniste se présente et souhaite la bienvenue au maître Hansen. Il rit à l'appellation de maître et s'excuse d'être arrivé si tard. Le protagoniste dit que cela ne le dérange pas. Le forgeron pense qu'il ressemble beaucoup à son père. Il avoue avoir entendu de mauvaises rumeurs à son sujet. Mais il montre tout le contraire. Il lui demande de lui montrer un grêlon pour voir comment elle allait, puisqu'il avait dit qu'il l'utilisait dans ses entraînements. Mais il est surpris. La lame de l'épée était comme neuve. Il demande quelle méthode il utilisait pour adoucir son épée et s'il pourrait l'utiliser maintenant. Mais le protagoniste pense qu'il n'a plus de force. Mais il ne veut pas non plus manquer l'occasion qu'un forgeron voie son épée. À ce moment-là, Ceri apparaît en lui reprochant que ce n'était pas l'heure de s'entraîner. On raconte qu'ils sont très proches, comme un père et une fille, donc ils remettront ça à demain. Le lendemain, le protagoniste s'entraîne et le forgeron s'intéresse à lui et voudrait lui fabriquer une épée, mais il y a une chose qui le rend triste. Pour fabriquer la meilleure épée, il faut un minerai mystérieux qu'on ne trouve nulle part. Il s'appelle Quille, que le protagoniste possédait, mais il ne devait rien dire. Car seul son père et le grand chambellan le savaient. Il dit que c'était le destin, et qu'il fabriquerait une épée en demandant 3 semaines. 3 semaines plus tard, l'atelier du forgeron avait pris feu. Il croit qu'il a dû se passer quelque chose de vraiment inhabituel pour que cela arrive. Il pense qu'il peut couper le feu et la porte d'un seul coup. Julian lui dit que c'est imprudent. Il parvient à entrer et à trouver le maître Hansen, et il voit aussi sa nouvelle épée. Et il semble qu'elle était la cause de cet incendie, mais il doit d'abord sortir le maître. Mais la sortie était bloquée. Tout était en flammes. Julian lui demande s'il connaît une technique de défense. Il en rappelle une, il se dit à lui-même. Il était maintenant Vincent Adenka. Mais il fut aussi David Simon. Julian est stupéfait. Ils étaient vivants. Le forgeron lui demande comment il a survécu et comment il sait utiliser la technique des Simons, mais le protagoniste pense qu'il est encore en train de rêver, qu'il a peut-être frappé sa tête. Le forgeron dit que c'est peut-être vrai, car c'était impossible. Et que, d'ailleurs, son épée était prête. Le protagoniste sent que l'épée résonne avec lui, et Julian remarque quelque chose d'étrange.
Il pense que le fondateur a laissé l'os complet pour une raison. Alors il demandera au forgeron s'il peut faire une autre épée, une encore plus parfaite, et qu'il avait par hasard un autre matériau. Le protagoniste s'excuse d'avoir demandé sa part du matériau, mais elle s'en fichait. Il y a 14 ans, elle avait reçu le paiement pour le matériau. Ce jour-là est né un guerrier remarquable. Il lui dit qu'il la rendra bien plus fière. Qu'aujourd'hui il va apprendre tous ses mouvements. Et qu'il la vaincra, mais elle lui a dit plusieurs fois que ce ne serait pas si facile. Elle attaque. Et il est surpris que l'épée soit encore intacte, et que le flux et la puissance soient différents de ce qu'il avait avant. Le protagoniste admet qu'il s'est beaucoup renforcé. Et à ce moment-là, elle disparaît. Le protagoniste pense qu'il ne va pas se laisser tromper par sa vitesse. Il doit juste sentir le mana du mouvement. Après cela, le protagoniste lui demande de saisir son épée, il ne veut pas d'une victoire vide. Elle dit qu'elle vient de franchir la ligne entre sécurité et arrogance, et qu'elle allait le regretter. Le protagoniste lui dit qu'il l'a vaincu et qu'il reste 4 mois avant d'entrer dans la forteresse rouge. Elle se demande comment il l'a vaincu. Il explique qu'il était impossible de la couper, même avec un coup d'épée. Mais il pouvait couper son mana, alors il a divisé son mana avec une ligne au sol. Elle n'arrive pas à croire qu'une telle capacité existe et qu'il dépasse toujours ses attentes. Et à cause de cela, il va lui enseigner sa bénédiction, le flux de mana galaxie, où André, le protagoniste, parvient à créer le symbole avec son mana. Et une demoiselle de glace apparaît dans la forteresse rouge ou l'académie. Pendant qu'il parle, ces deux types remarquent que Vincent va entrer dans cette académie. Ce qui pour eux était une gêne. Car il n'avait aucun talent, donc avant qu'il n'entre à l'académie, il devait l'arrêter. Julian demande ce que c'était et pourquoi il faisait si froid. Mais soudain, elle disparut. La bénédiction était terminée. Julian et le protagoniste étudient. Ils pensent que la forteresse rouge ressemble plus à une vraie forteresse qu'à une école de formation. Elle était située au bord des montagnes de la famille. Simon dit que les héros de l'époque, y compris Aslan, ont servi de défense en ce lieu. Ils pensent pouvoir y trouver plus de trésors, laissés par le fondateur. Et il y a aussi une légende appelée le trésor du fruit céleste. Il était plus efficace que n'importe quel élixir de ce monde, et il y a même des rumeurs qu'un seul peut ressusciter les morts, et qu'il existe un arbre qui produit des milliers de ces fruits. Julian ne croyait pas à ces histoires auparavant, mais en voyant la situation, c'était la meilleure option, car il ne leur restait que 9 ans à vivre. Le protagoniste lui raconte que, selon les informations, le coût de la vie fait partie de ce que la famille ne peut pas intervenir pour éviter la triche à l'académie. Julian lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il a investi son argent dans un endroit appelé les Hautes Tours. Là-bas, il y a une magicienne nommée Barnely, qui est devenue sa marraine, et dans un plan externe, elle est assassinée, et les deux, en lisant le journal, ne pouvaient pas y croire. Julian, surtout pour son héritage, disait qu'il lui laissait les résultats de son expérience. Et il a légué à son unique frère Pagoda Vargon. Il pense que même s'ils sont nés avec le même nom de famille, ils ne se sont jamais entendus. 4 mois plus tard, dans la chaîne de montagnes de la forteresse, le grand chambellan leur dit que, pour des raisons de sécurité, ils doivent marcher. À partir de cet endroit, il demande au protagoniste de, s'il vous plaît, prendre soin de lui. À l'académie, ils expriment que les invités arriveront bientôt. Mais ils reçoivent une nouvelle selon laquelle il y avait des monstres de rang inférieur dans le village, et elle va s'y rendre et s'occuper du reste. Et elle s'enfuit. Le commandant en chef devra prendre en charge. Il aperçoit le grand chambellan et pense que le protagoniste ne doit pas être si faible, et que c'était une grande opportunité. Pour pouvoir le tester, la première étape commencerait. Le protagoniste explique qu'il sera heureux de recevoir son accueil. Il demande à tout le monde de courir à l'académie. Il saute à grande vitesse pour attirer l'attention du tigre blanc. Maintenant il a son attention. Mais il ressent un malaise. Le tigre blanc semble un peu étrange. Il allait attaquer, mais un second tigre blanc apparaît. Le protagoniste doit monter dans un arbre. Et il est surpris de voir qu'il y a 18 tigres blancs, mais il y avait quelque chose d'étrange. Le tigre blanc ne va jamais en meute, donc cela devrait être une illusion. Et ce type de magie a un truc. On ne peut pas contrôler tous les tigres. Car cela consomme beaucoup de mana, donc on laisse un alpha comme point de connexion, qui se place toujours derrière pour voir tout le panorama. Le chef est surpris, car il peut utiliser la technique pas de neige et qu'il est arrivé à la position de l'alpha. L'épée a maintenant la capacité d'absorber la compétence de la bénédiction, c'était une combinaison parfaite. Il n'a pas seulement vaincu les monstres,
mais il a aussi brisé leur circuit de mana. Il a une connaissance profonde de la magie. Ce n'était pas comme il disait qu'ils ouvriraient les portes et annonceraient son accueil. Il se présente, il était Vargon Julian. Il était déjà résigné à cause de son argent. Mais il existait aussi un système de tutorat dans cette académie. Et l'argent qu'il avait investi allait être récupéré. Ici, on nous explique comment était l'académie. Dans cette académie, il y avait beaucoup d'enfants de plusieurs familles. Les instructeurs, prêtres, soldats et beaucoup d'autres seraient les assistants qui l'accompagneraient. Il aurait une vie de groupe dans son dortoir. Et vivre là signifiait devenir un cadet, et tous les cadets passeront l'examen de promotion 2 fois par an. À partir du niveau 9, les niveaux existent du niveau 9 jusqu'au niveau 1, et lorsqu'il atteindra le niveau 1 et réussira l'épreuve, il sera reconnu comme un véritable guerrier et obtiendra son diplôme de la forteresse. Le protagoniste pense qu'il doit obtenir son diplôme le plus tôt possible. Car dans 4 ans et demi, il doit trouver le remède pour éviter sa mort. Il est arrivé à son bâtiment. Les assistants restent au premier étage et Vincent vivra au 3e étage, dans la chambre numéro 5 de la forteresse rouge. Dans le dortoir, il y avait une atmosphère de peur, et derrière le protagoniste apparaît Marlon. De plus, Julian lui raconte que c'était la personne la plus agaçante qu'il avait même fait manger des ordures. Le protagoniste se souvient. C'était un type dont la vie consistait à intimider les gens avec sa force. C'est pourquoi ils agissaient de cette manière. Il pense qu'il devrait le gronder un peu. Julian pense que ce serait trop peu, qu'il fallait le détruire. Le protagoniste salue et pense que beaucoup de temps s'est écoulé depuis qu'il a quitté sa ville natale. Et il ne pouvait pas croire qu'il soit toujours au niveau 9. Marlon demanda, disant qu'il a mal éduqué le jeune seigneur Vincent, et si celui-ci manque encore de respect, il lui donnera une raclée. Vincent trouve son attitude répugnante et lui donne un coup. Marlon pense qu'il doit lui rappeler le respect envers lui, mais le protagoniste esquive et, d'une manœuvre, le met au sol. Que tout le monde entende. La seule peur permise serait celle de l'émerveillement. Marlon était furieux. Comment osait-il essayer de le surpasser? Dans un village près de la forteresse se trouvait la capitaine, à qui on avait offert quelques verres pour avoir vaincu les monstres, et apparaît le chef Bargon, exprimant qu'il avait lui aussi besoin d'un verre. Il parlait du fait que le protagoniste n'était rien de ce qu'il connaissait, et juste à ce moment-là, un appel annonçait que Marlon et Vincent avaient demandé un affrontement. Braun, l'instructeur de la résidence du niveau 9, s'excuse. Mais il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Tout était prêt. Et le chef espérait qu'il se battrait avec honneur. Le protagoniste dégaina son épée. Marlon pense que cette épée est une contrefaçon de celle de son père et mise sa main droite qu'il va se rendre devant lui. Le protagoniste lui dit qu'il devra assumer la responsabilité de ses paroles. Marlon utilise l'intimidation. C'était un trait qui inspirait la peur chez l'adversaire. Mais le protagoniste pense qu'un porteur d'épée ne doit pas craindre un autre adversaire. Marlon ne comprend pas pourquoi cela n'affecte pas le protagoniste. Mais peut-être est-ce parce qu'il est loin. Alors dans ce cas, il utilisera son épée. Il demande d'où le protagoniste est apparu. Il lui donne un coup de pied et attaque aussitôt avec son épée. Un personnage nommé Selvira arrive et dit que le protagoniste se bat très bien, mais que Marlon n'était pas encore vaincu. L'intimidation n'est pas la seule caractéristique qu'il possède. Il a une bénédiction très rare. L'une des plus puissantes des dieux qui contrôle l'électricité. Celle du géant du tonnerre. Julian ne comprend pas, car il y a peu, il n'avait que la capacité de la peur. Mais il l'avait simplement cachée, il n'y avait pas besoin de la montrer. Le protagoniste se fâche, ne pas utiliser ses pouvoirs piétine les efforts des autres. C'était une honte. Marlon lui répond de ne pas se croire trop fort parce qu'il a une épée factice. Marlon perdait le contrôle. Selvira était en danger. Le chef Brown la sauve et donne les ordres à tous d'évacuer. Marlon crie au protagoniste d'arrêter de fuir. Le protagoniste était déjà à sa limite et le chef crée une barrière de mana pour calmer la destruction, mais cela réduit l'espace pour que le protagoniste puisse bouger. Le combat devient un peu plus compliqué. Le protagoniste était en difficulté, mais il entend une voix lui disant qu'il peut couper plus de choses et qu'il doit lui faire confiance. Marlon avait coincé le protagoniste, mais celui-ci attaque la barrière. Et l'attaque de Marlon provoque une avalanche de rochers qui l'emprisonne. Il lui dit qu'il doit tenir ses promesses et lui coupe le bras. Le commandant est. Le chef reste sous le choc. La barrière qu'il avait créée était à un niveau totalement différent. Cette barrière possédait plusieurs sorts. Mais une simple attaque l'a détruite. Wilson apparaît avec un prêtre demandant à qui appartenait cette plaque de niveau 2. Le protagoniste dit que c'est la sienne. Et qu'il faut s'il vous plaît soigner son bras. Marlon lui crie désespérément
que tout cela faisait partie de son plan et qu'il guérirait son bras, mais le protagoniste pense qu'il a donné sa parole, alors peut-être que ce n'était pas une si bonne idée de guérir son bras. Puisqu'il pourrait perdre l'honneur de la famille, d'autres personnes arrivent et lui demandent de nouveau guérir son bras ou récupérer son honneur. Mais il n'arrive pas à entendre et demande de répéter. Marlon ne se soucie pas de l'honneur de la famille. Alors s'il vous plaît, réparez son bras, 6 ans. Il veut être comme le protagoniste. Elvira pense que si on le regarde attentivement, il était très séduisant. Marlon restait très en colère, avide de vengeance, et croyait qu'il était encore temps de lui donner une leçon. Mais le chef commandant l'arrête. Une semaine plus tard, le protagoniste et le chef commandant discutent. Ils ont une longue conversation. Mais en résumé, le protagoniste lui offre ses condoléances pour sa sœur et qu'il avait investi en elle. Il savait ce qu'il pouvait ressentir, car il connaissait son histoire, qu'il était un enfant sans talent, opprimé par les autres, et qu'il avait traversé beaucoup d'épreuves quand il était petit, sous la grande ombre de sa sœur. Mais il lui dit de se taire, qu'il ne sait rien de lui, qu'il détruira la tour qui a ruiné sa vie. Cependant, le protagoniste lui dit qu'il comprend parfaitement ce sentiment. Lui aussi voulait seulement la vengeance, mais il s'est rendu compte qu'il voulait seulement la reconnaissance et l'amour de sa famille. Le chef commandant n'aurait jamais pensé qu'il entendrait des conseils de vie d'une personne de 15 ans, mais cela signifiait beaucoup pour lui. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il sera son gardien dans la forteresse à vie. Julian était heureux, il avait récupéré son argent. On change de perspective pour Marlon, qui était furieux, toujours désireux de tuer le protagoniste, quand une voix lui apparaît. C'était un esprit maléfique lui demandant s'il voulait le tuer, et qu'il l'aiderait. Dans un autre plan, il y a ces deux personnes félicitant le protagoniste pour sa victoire. Elle était une cadette du vice-commandant de niveau 9. Elle a la capacité de voir les caractéristiques. Il peut toucher les gens et se rend compte que le protagoniste n'a pas de limite, mais il n'aime pas sa façon de saluer, qu'il analysait. C'était un manque de respect, et Selvira est encore plus surprise. Même les instructeurs la première fois n'ont pas pu le découvrir. Ils disent au protagoniste qu'il est interdit de se promener la nuit et qu'il pourrait rencontrer l'esprit maléfique de Davant. Le protagoniste leur demande plus d'informations à ce sujet, faisant rougir Selvira et Sisance. Il leur raconte que c'est un esprit qui fait des contrats avec les gens. De retour dans la chambre, le protagoniste remarque que Marlon n'était pas dans son lit. Ensuite, Sisance est dehors en train de faire sa ronde, mais il entend quelque chose. Il demande qui est là et son bras est tranché. Et les créateurs ont quelque chose, car ils coupent le bras à tout le monde. C'était Marlon, et il était super musclé. Maintenant, il avait la force d'un esprit maléfique et ne voulait qu'une chose. La vengeance contre Vincent. Il lui dit qu'il n'a pas peur, mais Marlon l'attrape par le cou et lui dit qu'il sera exécuté. Mais une attaque salvatrice arrive à son secours. C'était l'instructeur Bron qui exprime que son attaque n'a servi à rien n'est qu'il faut sonner la cloche d'alarme. On informe le protagoniste que c'était l'alarme d'urgence, que quelque chose a dû se passer. Il dit à Selvira que Sisance peut être en danger et qu'il sent l'odeur du sang. Il crie à tout le monde de le suivre. Il demande à Selvira s'il existe une défense qu'ils peuvent utiliser. Elle ne connaît qu'une seule qui peut fonctionner. Cependant, cette formation doit absolument avoir un instructeur, car aucun d'eux ne pourra supporter la charge de mana. Ils sortent et voient la scène cruelle. L'instructeur Bron était étendu par terre, couvert de sang. Marlon lui dit qu'il l'a trouvé et lui lance une attaque. Le protagoniste parvient à réagir et dit qu'il va leur montrer le vrai pouvoir d'un roi. Le protagoniste crie « Nous sommes ensemble. N'ayez pas peur et sortez vos épées. » Il pense qu'il ne pourra peut-être pas combattre Brandon seul, mais à ce moment-là, il n'est pas seul. Il doit gagner le plus de temps possible, jusqu'à ce qu'un commandant arrive et qu'il fasse la défense triangulaire. N'aie pas peur et dégaine leurs épées. Il pense qu'il ne pourra peut-être pas combattre Brandon seul, mais à ce moment-là, il n'est pas seul. Il doit gagner le plus de temps possible, jusqu'à ce qu'un commandant arrive et qu'il fasse la défense triangulaire. Selvira lui répète qu'il ne pourra pas, qu'ils ont au moins besoin d'une personne de classe 5, et le protagoniste exprime qu'il le fera. Il sera au centre. Mais c'était absurde, ça n'avait pas beaucoup de sens. Il n'a pas beaucoup de mana, encore moins de niveau 5 étoiles. Il s'évanouira dès qu'il activera la défense triangulaire. Mais le protagoniste exprime qu'à ce moment-là, il doit agir comme la cadette représentative Selvira, et qu'elle utilise son jugement pour protéger tout le monde. Elle crie de former une défense triangulaire, et le centre sera Vincent. Julian lui dit qu'il devrait fuir. Fuir est une option. Mais si le protagoniste fait ça,
tous ceux qui sont derrière lui finiront morts. Activez la formation. Le mana du protagoniste se consomme rapidement. Mais il doit tenir bon, il ne doit pas hésiter. Marlon attaque. Il pense que c'était ridicule, ce salaud était capable de tenir la barrière de formation, mais il verrait s'il pouvait supporter cette attaque. Le protagoniste et les étudiants réalisent l'immense pouvoir que possédait Marlon. Maintenant, ils ressentent une grande peur, une grande terreur. Ils se sentent acculés, et le protagoniste crie « N'ayez pas peur ». La peur est quelque chose qu'un guerrier ne doit pas se permettre, surtout pas face à un homme qui a trahi son honneur. Elvira pense qu'il ne peut pas avoir 14 ans. Il supporte le mana et mène sans perdre son sang-froid. Il est impressionnant. Ils reprennent leurs esprits. Ils sont gonflés à bloc, pleins de confiance. Grâce au protagoniste, qui envoie Marlon valser, et que les plus grands arriveront bientôt, et que le temps est de leur côté, s'il abandonne. Maintenant, il évitera le pire, mais Marlon est déterminé. La seule chose qu'il veut, c'est les voir mourir. Il risquera même sa vie si nécessaire. Avec cette dernière attaque, une personne est blessée, c'est-à-dire que la barrière manquait un membre, ce qui la rendait très faible. C'était l'occasion parfaite pour Marlon de tuer le protagoniste. Mais la barrière ne se brise pas. C'était le manchot Shizan, qui, même enseignant, a eu le courage de soutenir le protagoniste et répète à Marlon qu'il ne lui a pas peur. Marlon leur crie qu'il devrait se rendre. L'énergie du protagoniste atteignait ses limites, il ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Et il se rend compte qu'il peut voir les directions de son épée. Mais la barrière ne se brise pas. C'était le manchot Shizan, qui, encore en train de saigner, a eu le courage de soutenir le protagoniste et répète à Marlon qu'il ne lui a pas peur. Marlon leur crie qu'il devrait se rendre. L'énergie du protagoniste touchait à sa limite, il ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Et il se rend compte qu'il peut voir les directions de son épée. Il est très indécis, il ne lui reste plus de mana pour interrompre ou ne pas interrompre, et il n'y avait pas d'autre alternative. La barrière était en train de se briser, alors Vincent attaquera avec une combinaison d'escrime, mais son attaque avait été très superficielle. Vincent était en difficulté, une attaque directe atteint sa main gauche, qui avait été blessée, mais il attaque quand même Marlon. Il lui crie s'il pensait cette fois le vaincre en lui brûlant la main et en lâchant son épée. Le protagoniste pense que dans sa vie précédente, il n'avait pas eu cette chance. Et attrape l'épée avec sa main droite, attaquant et coupant le bras de Marlon. Marlon était encore dans le combat. L'esprit maléfique était parti. Le protagoniste avait coupé la connexion spirituelle, mais il pouvait encore continuer à se battre. Marlon lui crie qu'il va définitivement le briser en 1000 morceaux. Et le protagoniste ne peut pas bouger. Il était à court de mana, il était perdu, mais c'est le commandant en chef qui l'a sauvé. Et Marlon est gelé et enfermé temporairement. La rousse demande si c'était Vincent. Adanka en avait beaucoup entendu parler, mais le protagoniste était si blessé qu'il ne pouvait pas parler. Elle était très fière de lui. Aujourd'hui, il a sauvé beaucoup de gens. Le protagoniste perd conscience. Il se transporte dans une salle pleine de miroirs, où Julian le défie excessivement. Car à cause de lui, il a failli mourir. Les deux ne savent pas où ils sont. Ils soupçonnent que cela pourrait être l'esprit de Marlon. Il voit un souvenir de lui et du chef commandant exprimant qu'il doit faire un effort. Qu'il réalise le rituel immédiatement, et le protagoniste ressent une aura sinistre. Il n'avait plus rien autour de lui, seulement l'obscurité. La mère apparaît, lui disant que sinon il pourrait mourir. Il voit aussi sa maîtresse, son ami et Arslan. Et il reçoit aussi le coup de poignard de Kajin. Il se souvient de sa vie en prison. Le jeune Arslan apparaît. « Je me battrai pour l'honneur de mon frère, peu importe combien de temps cela prendra. » Et Arslan adulte lui dit. Arslan et Julian, mais le protagoniste ne parvient pas à l'entendre. Arslan répète. « On se revoit, frère, dans 500 ans. » Le protagoniste se réveille en criant. Il se demande si Arslan est venu lui rendre visite avant qu'il ne meure. Wilson et Seri éclatent en sanglots. Ils étaient très heureux que le protagoniste se réveille, et le protagoniste les remercie pour leur inquiétude. Étaient très heureux que le protagoniste se réveille, et le protagoniste les remercie pour leur inquiétude. La commandante regrette d'avoir interrompu ce moment, elle s'appelle Erka Kebel. Elle venait demander au protagoniste s'il voulait avoir un combat. Contre la famille Simon, ce combat aura lieu lors de la réunion d'échange d'amitié, qui marque le début des arts martiaux et des descendants directs de la famille.
Danka et les descendants directs de la famille Simon participent à un combat. C'est un événement si important que les deux patriarches de la famille viennent le voir. Et cette année, il a été décidé que l'échange d'amitié aura lieu à la forteresse rouge. En d'autres termes, Vincent et un membre de la famille Simon s'affronteront dans la forteresse. Le protagoniste se demande pourquoi c'est lui qu'on appelle. Elle lui explique que Marlon devait affronter la famille Simon, mais maintenant les choses ont tourné ainsi. Il était le seul de la famille Danka à avoir le même âge et des compétences similaires. Il affrontera le 7e fils, Gonja Simon, un génie capable même d'entendre le son de la prochaine attaque. Ni l'opinion publique ni Marlon lui-même ne pensaient qu'il pourrait avoir une chance de gagner. En fait, ils n'ont pas beaucoup confiance en le protagoniste non plus. C'est juste pour remplir le rôle et pour qu'il gagne de l'expérience. Mais le protagoniste dit non, que ce serait contraire aux principes de la famille Danka, et le patriarche entre en demandant s'il peut assumer la responsabilité de ses paroles, et le protagoniste le promet fermement. Il gagnera et reviendra. Il lui dit que c'est une bonne attitude et qu'il a hâte de voir le résultat. Le patriarche et Erka se retirent. Elle lui dit qu'elle donnera un prix à Vincent pour sa performance et pour avoir sauvé ses compagnons, et qu'elle gravera le nom de Vincent sur la stèle rouge, lui-même. Elle n'en croit pas ses oreilles. On nous explique qu'il y a un monument géant dans la forteresse, avec le nom des héros d'Adanka. Seuls ceux qui ont accompli de grandes réalisations laisseront leur nom sur cette stèle rouge, et qu'ils se verront dans 3 jours. Le protagoniste pense à l'événement d'échange d'amitié. Sa mission est de surpasser la famille Simon. Un jour cette famille devra être vaincue par son épée. Alors, c'est une bonne occasion de voir à quel niveau il est. La famille Simon à ce moment-là, mais il demande à Julien s'il savait quelque chose du 6e prince de la famille Simon. Il sait seulement que c'est un prince avec beaucoup de potentiel. Il est loué par beaucoup, car il a reçu une éducation de haut niveau. Il aura au moins 3 étoiles complètement mûres. Le protagoniste en conclut qu'après tout, la différence de pouvoir est immense et qu'il ne peut pas se reposer. Il doit d'abord bouger ce corps. Julien lui crie de prendre soin de son corps, s'il te plaît. Le protagoniste pense qu'il doit se préparer mentalement pour gagner, et un vieil ami arrive, c'était Raven, qui venait lui rendre visite parce que le travail qu'il lui avait donné avait découvert certaines informations pour commencer. Il ne sait encore rien, mais une fois il a demandé à son père et celui-ci lui a révélé toute la vérité, car il sera son successeur. Un jour et qu'il devait le suivre à cette porte, il n'avait même pas la chance d'entrer. La famille Danka était l'histoire de Danka qui n'a pas été révélée au monde. Il a trouvé un livre des Islais, mais il ne pourra le montrer que lorsqu'il héritera de la position de son père. Mais il lui reste encore un long chemin à parcourir. Le protagoniste est extrêmement reconnaissant, car il restait des archives datant de 500 ans, et il est possible qu'il y ait aussi un enregistrement qui révèle son innocence et que Raven a été d'une grande aide. Il le remercie. À nouveau, Raven avait encore quelque chose à lui remettre. Le forgeron avait un message pour lui. Il a découvert qu'il était impossible de faire l'épée qu'il avait demandé, mais avec l'os qu'il lui a donné, il est possible de lui faire un marteau. Le protagoniste pense que s'il avait plus d'os, il pourrait faire une épée parfaite, mais comme il ne l'a pas, il lui demande de lui dire de faire le marteau en os. Ils se disent au revoir et le protagoniste le remercie d'être venu le voir. Pour le protagoniste, les possibilités se sont ouvertes. C'était le début du fait qu'il devrait devenir plus fort pour pouvoir affronter ce qui vient maintenant et qu'il doit gagner ce face-à-face contre le 6e prince de Simon. Julien lui dit que c'était extrêmement compliqué, car Marlon avait la bénédiction de la foudre et même lui ne pourrait pas le battre. Mais s'il obtenait la bénédiction du roi géant de la foudre. Mais s'il obtenait la bénédiction du roi géant du tonnerre. Peut-être que le protagoniste aurait une chance. Il pense que c'est impossible de l'obtenir. Julien dit qu'il se souvient de l'avoir vu quand il l'a montré dans ses souvenirs. Et que la mémoire d'un humain était assez stupide, mais la mémoire d'un dieu pourrait s'en souvenir. Il lui montre le flux de mana. Petite pause pour vous dire que, si ce genre de contenu vous plaît, mettez un like et abonnez-vous. Continuons la vidéo. Le protagoniste s'enthousiasme et demande pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt. Julien pensait qu'il pouvait mettre son corps en danger. Le mana de la foudre est le plus destructeur de tous les éléments. De plus, le flux du géant de la foudre est le niveau le plus élevé parmi eux. S'il essayait, son corps s'effondrerait maintenant. Il lui dit qu'il doit dormir au moins 9 heures et lui interdit de faire de l'exercice. Et s'il ne prend pas soin de lui, il ne lui dira rien sur le flux de mana. 3 jours plus tard, dans la forteresse rouge, la rousse dit au protagoniste que tous les quartiers viendront à sa cérémonie, car inscrire le nom sur la fresque est quelque chose d'unique. Tous les niveaux sont là. Il y a ceux du niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5,
niveau 6 et niveau 7. Tous commandés par les frères de Vincent. Ils avaient tous l'air géniaux, mais en particulier la représentante de la première classe, la princesse Jenna, qui seulement, en la voyant debout, donne la chair de poule au protagoniste. Il y avait aussi ceux du niveau 9, ce qui rend Vincent très heureux. Et tout le monde est surpris, car c'est le patriarche lui-même qui gravera le nom. Il leur dit à tous que cette reconnaissance a été gagnée avec fierté. Et commence à graver le nom avec du mana. Il dit au protagoniste de ne pas l'oublier. Son nom est Vincent Adenka. Ensuite, Vincent médite, essayant de connecter les points de mana, mais Julien ne peut pas se concentrer. À cause du bonheur qu'il ressentait, c'était quelque chose de très important pour lui. Son père l'avait reconnu. Le protagoniste lui dit qu'on lui a aussi dit qu'il gagnerait le duel. Et qu'ils ont besoin du géant de la foudre pour dépasser ses attentes. Julien exprime qu'il va travailler dur. Après plusieurs tentatives, le géant de la foudre était apparu, mais le protagoniste, il souffrait. Son esprit était hors de contrôle. Le géant de la foudre parlait. C'était amusant de voir un humain avec autant de confiance en lui. Avant, il y avait des types comme lui. Il a éveillé la protection divine et l'a appelé. Alors il lui a accordé sa bénédiction. Mais le protagoniste absorbe le mana comme du coton, et à ce rythme, il mourra. Pour le sauver, Julien devrait arrêter le flux. Mais s'il le faisait, le géant de la foudre ne le bénirait plus. Le géant exprime qu'il n'y a que deux options. Mourir ou recevoir sa bénédiction. Il crie au protagoniste que s'il s'arrête maintenant, il ne pourra pas obtenir la protection divine, qu'il contrôle l'énergie mentale et la garde dans le corps. Quand cette étape sera totalement complète, sa protection lui appartiendra. Julien ne peut pas rester les bras croisés. Même si son esprit est faible, il doit protéger le cœur du protagoniste. Il l'a fait, mais le pouvoir de la foudre est très fort. Ce n'est pas un pouvoir qu'il peut contrôler. Le cœur du protagoniste déborde d'énergie. Julien lui demande de tenir encore un peu, que si son cœur explose, ce sera la fin pour eux deux. Julien avait utilisé trop d'énergie et commençait à disparaître. Il ne veut pas mourir, et le protagoniste tombe au sol. Julien crie désespérément que quelqu'un l'aide, et un prêtre de la forteresse apparaît, qui peut entendre Julien parce qu'il est un petit dieu. Il lui explique qu'il doit soigner rapidement son frère et qu'il bloquera les éclairs pour qu'il s'approche. Julien bloque tous les éclairs avec une barrière. Il était prêt à tenir, même si cela lui coûtait la vie. Sur un autre plan se trouve le commandant et Seri, qui lui demande s'il a pensé à la proposition d'apprendre la magie, et elle lui dit oui, qu'elle était prête à apprendre la magie. Lui, quand il l'a sauvé, a ressenti tout son mana. Il n'avait jamais enseigné la magie à quelqu'un et sait que ses méthodes ne sont pas les meilleures. Mais il fera aussi des efforts, et elle essaiera de donner le meilleur d'elle-même. Elle fera des efforts pour pouvoir protéger le protagoniste, et soudain, ils entendent une explosion. C'était le protagoniste, qui était à genoux en pensant qu'il a maintenant une chance de gagner le combat. Puis, Seri demande la permission d'apprendre la magie. Julien, tout a disparu. Il lui dit que c'était une grande opportunité. Et il accepte. Seri lui dit de faire de son mieux. Vincent demande au commandant que, maintenant qu'il y pense, il est le seul à ne pas avoir de maître pour lui enseigner les techniques de la famille d'Anka à la forteresse, et qu'il doit maintenant mettre toute son énergie dans l'événement d'échange. Il demande où était son maître à l'académie. Il lui répond « De quoi parlais-tu » Que chaque étudiant devait amener son propre maître. Les anciens de la famille en fournissent toujours un, mais Julien lui dit qu'il n'y avait aucun ancien dans la famille pour le soutenir. Il envoie une lettre au grand chambellan pour qu'elle la transmette au patriarche. Le patriarche la lit et raconte que Vincent a besoin d'un maître. Il dit aussi qu'il a la bénédiction du géant de foudre. Il demande s'il n'y a personne dans la famille et si elle peut l'entraîner, mais elle refuse. Car elle n'utilise pas les techniques de la famille d'Anka, mais elle connaît la personne idéale pour ce poste. C'était un homme puissant qui utilise les compétences de la famille d'Anka et possède aussi un géant de foudre. Il le change de poste. Il pourrait être son maître et elle le convaincra. Le capitaine de l'escouade de l'épée blanche, Merlin, se souvenait que plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que Vincent était parti. Il se demande ce qu'il fait. Le grand chambellan apparaît, elle avait demandé la réunion pour lui offrir un nouveau poste à l'institut d'entraînement de la forteresse rouge. Il s'excuse, mais il refuse. Elle lui raconte qu'elle veut qu'il enseigne à quelqu'un de spécial. Il s'agit du fils inutile, Vincent, qui était très jeune et ne bénéficiait pas du soutien des anciens. La possibilité qu'il devienne le chef de la famille était faible et il n'avait pas d'autre parrain, mais il y a une chose de plus, il a obtenu le géant de foudre. Il était honnêtement intéressé. Mais il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il ne pouvait pas. Il était déjà dans le collimateur des anciens. Il était poussé d'un endroit à l'autre et en plus, on voulait qu'il soit le maître de quelqu'un que les anciens n'ont pas soutenu,
Alors le grand chambellan, voyant qu'il n'acceptait pas, lui lance un pari. Bientôt aura lieu la compétition entre les princes, et si le prince Vincent gagne, il devra devenir son maître. Quelques jours plus tard, le protagoniste pense qu'il doit devenir plus fort. Il doit contrôler l'Ante de foudre, mais il n'y parvient pas. Julien pense qu'il ne peut pas le contrôler du tout. Le protagoniste se souvient de la lettre du grand chambellan, qui disait de l'excuser, qu'il n'avait pas pu trouver un maître approprié pour lui. Son premier choix a refusé, et le Conseil des Anciens ne voudra pas qu'il s'interpose. Dans le plan de succession qu'ils ont prévu, ils expliquent que le Conseil des Anciens existe pour contrôler le pouvoir du chef de la famille. Donc c'est même difficile pour eux de pouvoir agir. C'est pourquoi il devra se battre seul. Dans cet échange, Julien pense qu'il peut utiliser les compétences de la famille Simon, mais il ne peut pas. Car s'il utilise ces techniques en public, cela provoquerait un scandale. Ensuite, sur le territoire Simon, dans son château se trouve son adversaire, qui fait face à un tigre blanc. On lui dit que son adversaire sera le 7e fils de la maison d'Anka, qu'on appelle inutile. Vincent a d'Anka. Tout le monde s'attend à ce qu'il gagne, donc il devra lui faire subir toutes sortes d'humiliations. Les gens veulent une victoire écrasante. Il déclare qu'il donnera au monde ce qu'il veut, et que le monde sache qu'il est un être supérieur. En découpant en morceaux le tigre blanc. De retour à l'académie, Selva court pour offrir un cadeau au protagoniste, et quand elle entre dans la pièce, un choc de grosses mains éclate. Il n'avait jamais vu cette capacité auparavant. Le protagoniste demande ce qui se passe. Elle lui montre son cadeau. C'était un enregistrement de son adversaire. Il la remercie, ce qui fait rougir Selva, mais elle le prévient de faire attention à la dernière partie, car elle est très cruelle en montrant le combat. Le protagoniste se rend compte que, tant en apparence qu'en combat, il était identique à Cajun, et même son rival accepte sa défaite. Mais il ne s'arrête pas. Il est pareil que Cajun à tout ce point de vue. Même les plus petites habitudes, le protagoniste doit les connaître. Ensuite, lors de la réunion de la cérémonie d'échange d'amitié, il est précisé que cet événement comportera 3 étapes. La première partie sera une chasse au trésor pour trouver un coffre dans un donjon magique. La deuxième étape sera une guerre de subjugation pour dominer les monstres capturés. Enfin, il y aura une confrontation en face à face, qui sera l'événement final culminant de l'échange d'amitié. La première chose qu'ils doivent décider est quels monstres seront au premier niveau. Le commandant propose 2 monstres adaptés à ce niveau, mais ces types proposent 2 monstres extrêmement puissants. Les niveaux 5 auraient parfaitement des problèmes. Et pourquoi s'excite-t-il autant? C'était un événement organisé pour la première fois depuis de nombreuses années. Et le public serait enthousiasmé par la difficulté. Les deux étaient sur le point de se battre. Mais l'animateur a tranché la question par un vote, qu'il lève la main ceux qui étaient d'accord avec le spectacle, et tout le monde lève la main, à la majorité des voix, qu'il prépare les bêtes géantes. La bête Furactua. Un jour avant l'événement, les deux travaillent, commentant que tous les mages étaient complices, mais si Vincent gagnait, il leur donnerait une leçon. Elle croit avoir mal entendu. Elle lui rappelle que la probabilité que Vincent gagne est de 10%, mais même ainsi, les deux croyaient en le protagoniste. Le jour de l'échange d'amitié, tous les journalistes pensent que si il était le remplaçant de Marlon, même pour la famille inférieure. Adenka, c'était une honte. Le prince de la famille Simons arrive aussi, qui était ravi de rencontrer Vincent. Le prologue salue et était également ravi de le rencontrer. Vincent pense que ce n'était pas si mal, mais il y avait quelque chose d'étrange. C'était ce sourire si sinistre. Le prince de Simons lui demande, s'il vous plaît, de lui montrer ce dont sa famille est capable. Ce commentaire rabaisse la famille d'Anka, mais le protagoniste répond qu'il espère aussi pouvoir démontrer ses compétences. Tout le monde est surpris. Le protagoniste ne se laissait pas intimider. Il ne pensait qu'à gagner sur la scène de l'échange d'amitié. Tout le monde était excité. La majorité soutenait le prince Zémé. Ils expliquent que la porte numéro 1 était sur le point de commencer. À la porte numéro 1 se déroulerait la chasse au trésor, dans laquelle les deux participants entreraient dans un espace créé par des arts magiques, où ils devraient trouver une boîte comme celle-ci. Cependant, il y a un sort magique dans cet espace, qui génère des monstres, et à l'intérieur, comme gardien, se trouvera le géant Furactua. Les deux participants pourront choisir 2 cadets de niveau 9, qui les accompagneront dans l'épreuve. La rousse dit qu'elle devra absolument choisir Selvira, qui était la meilleure, mais le protagoniste a d'autres plans et choisit Chizan et le cadet Harmon. Tous les présents restent stupéfaits, car les 2 cadets ont eu la note la plus basse du niveau 9. Le stade se remplit de commentaires négatifs. Il pense qu'il utilisera cela comme excuse pour sa défaite.
Mais au contraire, il les avait choisis pour éviter de donner une excuse à Simon, et la seconde avait un plan. Grâce à Selvira et au prince, Simon visera l'excellence, en choisissant le premier et le second cadet les mieux notés. Le protagoniste le sait, le terrain était incliné dès le départ pour le prince Simon. Il ne pourrait donc pas trouver d'excuse. Quand il perdrait, le mage ne comprend pas ce que le protagoniste cherche à faire. Et la première étape, la chasse au trésor, avait commencé. Le prince leur demande s'ils peuvent s'éloigner un peu plus de lui, et de ne pas intervenir dans l'épreuve. Tout le monde attendait avec impatience l'apparition des monstres. Les alliés du protagoniste ne jugent pas sa décision. Mais ils doutaient de leur réelle utilité. Il leur dit de ne pas s'inquiéter. Que tout ce dont il a besoin, ce sont des guerriers qui ont vaincu leur peur. Une attaque surprise arrive, c'était un géant. Il se demandait où était Vincent. Lui, il était dans les airs. Attaquant le géant, il leur crie que le coffre doit être proche. Ils continueront avec le plan et que le protagoniste aille chercher le coffre, attirant l'attention du monstre, qui réagit au bruit. Le protagoniste reconnaît qu'ils étaient assez courageux et part à la recherche du coffre. Les commandants pensent que le protagoniste a mal interprété l'épreuve, qui est de démontrer la force. Dans le processus, le protagoniste voit le coffre mais est frappé par un coup d'un second géant. Pour le bien du plan, il ne devrait nettoyer les choses qu'avec une seule attaque. Mais deux géants compliquaient les choses, et même ce géant réagit à sa vitesse. Le commandant lui reproche. Pourquoi il y avait deux géants presque en train de le frapper, à cause de sa manière si sale de faire les choses. La rousse le calme car il ne peut pas faire de scandale. Vu qu'il y a beaucoup de personnes présentes, mais en ce qui le concerne, elle le verra plus tard. De l'autre côté de la porte, le prince de la famille Simons donnait une raclée au géant. Quand l'autre est apparu, il a pu se défendre sans trop d'efforts, demandant au géant de se relever pour continuer le spectacle. De son côté, le protagoniste essayait d'inventer un nouveau plan, il devait finir les deux d'un seul coup. Mais il devait aussi marquer les cibles et regarde sérieusement Julien. Les deux camarades ne pouvaient plus avancer, ils étaient en difficulté. Mais le protagoniste arrive et dit qu'il y a un changement de plan car l'autre arrivera très bientôt. Ils pensent qu'ils vont mourir. Le protagoniste crie à Julien de se préparer. Il ne veut pas être la cible. Le protagoniste doit trouver une troisième cible. Une qui devrait ressentir quelque chose comme son âme, et la présence de Julien était parfaite. Deux géants avaient été vaincus d'un seul coup. Le protagoniste avait donné un spectacle plus que digne. Julien lui reproche ce qui s'est passé. Il demande au protagoniste à qui il parlait. Mais ce n'était rien. Il les remercie pour leurs efforts et pour finir, le protagoniste brise le portail et le donjon entier. Le mage crie que c'était ridicule. Il devrait le disqualifier, mais la rousse lui dit qu'il n'y avait aucune règle interdisant de faire cela, et qu'en tant que chef de la réunion des mages, il devrait être neutre. Et il lui demande s'il n'était pas très en colère à cause d'une telle situation. Les alliés demandent si Vincent avait déjà gagné, puisqu'il avait apporté le coffre en premier, mais non. Pas encore, car l'épreuve consiste à démontrer la force. C'est au tour du prince Simons de commencer, car le prince Simons montrait encore son expérience. S'il continuait ainsi, ce serait une victoire claire pour lui, mais le protagoniste interrompt. Simon était sur le point de découvrir que nous avions déjà terminé l'épreuve. Il explique que les donjons utilisaient des éléments de concentration qui étaient identiques, et le protagoniste en a détruit un en sortant. Alors le mana qui composait sa réplique, où est-il allé? Il explique que si auparavant l'eau coulait dans deux directions et qu'il vient de bloquer une, donc le mana qui contenait sa porte irait dans l'autre. Le monstre de Simon est devenu beaucoup plus fort. Il pense que quelque chose se passait dehors. Il y a très peu de temps, ce type était en train de mourir, mais maintenant il avait beaucoup plus de vitesse et beaucoup plus de force. Il était en danger, il devait se relever, et Selvira entre en action, faisant du bruit pour distraire le monstre, mais à son malheur apparaît le deuxième géant et Gaston avec un regard assassin, répétant comment il osait d'un seul coup avoir tué les deux géants, mais il répète encore comment il ose ruiner ses plans, il ne lui pardonnera jamais. En sortant du donjon, Simon croit que la porte s'est complétée avec succès. Il a trouvé le coffre et au final a laissé une bonne impression. Peu importe à quel point il était mauvais. Il est meilleur que Vincent. Le protagoniste lui dit qu'il arrive un peu en retard. Que d'après son visage, il a dû beaucoup aimer son cadeau. Il se rend compte que le tumulte des géants était tout un plan du protagoniste. Il a joué entre ses mains depuis le début du portail. Il accepte sa défaite. Il pense l'avoir sous-estimé, mais maintenant ce sera différent. Il commence à le voir comme un véritable ami. Et enfin, le gagnant de cette épreuve est le cadet Vincent. Pendant ce temps, Selvira
marche dans le couloir et se réjouit que Vincent ait gagné. Et arrive le prince de Simons. Il lui dit qu'il regrettait de ne pas lui avoir dit merci. Que grâce à elle il a été sauvé d'un bon coup et lui tend la main. Selvira ne sait pas pourquoi, mais elle ressent une étrange sensation sinistre dans cette main. Mais il s'en fiche, et le prince, sans rien dire de plus, s'en va avec un regard sinistre. Il prend congé de la cadette Selvira dans la forêt, en dehors du château Seri. Elle s'entraîne, et Wilson vient la voir pour lui apporter de la nourriture et des vêtements. Il lui raconte que le jeune Vincent a gagné. Elle était dehors pour signer un contrat avec les esprits et entend une voix demandant de l'aide. Elle se demande à qui appartenait cette voix. À l'académie, il célébrait la première victoire du protagoniste avec du jus de pomme. Le protagoniste lui dit que grâce à elle, il a pu gagner, car s'il n'avait pas aidé Gaston, il n'aurait pas pu se démarquer. Quand il se tape les poings, le protagoniste se rend compte que Selvira avait la cérémonie de la chaîne de Simon. Il lui demande si elle a eu un contact avec Gaston. Elle lui dit qu'elle a récemment serré la main avec lui. Le protagoniste maudit le prince de Simon parce qu'il lui avait fait un art qui limitait le mana de l'adversaire et le menait progressivement à la mort. Il demande à Selvira de s'entraîner avec lui tous les matins. Et elle accepte. Il confie à Julian qui ne peut rien lui dire à elle à propos de la malédiction, car s'il lui dit, il pourrait la tuer. Utiliser ce genre de tactique était impardonnable. Cela n'avait rien à voir avec la compétition. Elle s'excuse d'être en retard et demande si elle a bonne mine. Le protagoniste lui demande pourquoi elle s'est faite belle pour s'entraîner. Julian pense que le protagoniste, dans sa vie passée, était un eunuque qui lui plaisait clairement. Mais le protagoniste pense qu'il a 35 ans et qu'elle a environ 14 ans. Puis, en commençant la méditation, il voit que c'était impossible. Le pouvoir qu'il avait ne pouvait pas dissoudre le sort. Il était plus fort qu'il ne le pensait, et s'il le brisait, le cœur de Selvira pourrait exploser. Mais si tout continue ainsi, elle mourra dans 3 jours. Il pense que ce qu'il va dire semblera très froid, mais l'événement était dans 3 jours. Il ne devrait pas se concentrer davantage sur la compétition, mais le protagoniste exprime que la vie des camarades était bien plus importante que toutes les choses, et il dit à Selvira que c'était tout pour aujourd'hui. Il comprend très bien la douleur que ressentira Selvira, car dans sa vie passée il est passé par la même chose. Juste derrière eux, Selvira tombe inconsciente. Elle était alitée. Il ne savait pas ce qu'elle avait et elle devrait être transférée à la capitale le plus vite possible, mais le protagoniste c'est que là-bas non plus ils ne pourront rien faire et qu'il n'y avait qu'une seule alternative, ils devaient trouver le sacrifice utilisé dans la cérémonie. Gaston crie que dans cette vie il ne perdra aucun camarade, et dans la forêt il trouve Seri. Il lui raconte qu'il cherchait un sacrifice et que le plus probable était que ce serait un esprit. Il est pressé, alors il continue, mais Sully lui exprime qu'elle pourrait être utile cette fois. Elle entend un esprit demander de l'aide sur ce rocher. Seri trouve l'esprit, qui avait une chaîne. Le décor était trop cruel pour elle. Elle lui demande s'il y avait un moyen de l'aider. Mais c'était dommage, il n'y en avait pas. Le mieux serait de lui donner une mort rapide, mais elle refuse. Elle pense qu'il y a encore une issue et Seri parvient à le libérer. Le protagoniste était très fier d'elle, quand soudain une attaque survient. C'était Gaston. Il lui dit qu'il interrompait son rituel et qu'il lui faudrait une bonne excuse pour le faire, car il commettait une erreur diplomatique avec la famille Simon, et que s'il laissait partir maintenant l'esprit, il passerait l'éponge. Le protagoniste lui crie qu'il essayait de tuer Selvira. Il demande quel genre de tradition c'était. Gaston répond qu'il savait tout depuis le début, que comme il le sait, parfois on attribue aux gens un caractère inné. Des personnes comme lui ou Vincent étaient nés avec un destin. Et il y avait aussi d'autres personnes complètement différentes. Différentes d'eux, et quiconque osait franchir cette ligne méritait d'être puni. Et comme il était déjà son ami, à son niveau, il pense qu'il devrait comprendre que c'était son vrai caractère, mais Vincent le menace, qu'il ne se fasse pas d'illusions, sa définition était fausse. Tous deux étaient sous la lame de l'autre et leur affrontement. La décision serait prise le jour de l'assemblée. Ensuite le protagoniste demande si Selvira allait bien. Et effectivement, la cérémonie de la chaîne avait disparu. Il n'y avait aucune trace d'elle. On raconte à Vincent qu'il devrait se concentrer pour l'événement. Il ne restait que 2 jours, l'épreuve actuelle était de soumettre une bête démoniaque, et il gagnerait à la résidence d'Anka. Les anciens et les chefs de famille pensent que Vincent sera un obstacle pour eux dans leur plan de contrôler le prochain patriarche, car s'il devient patriarche, il n'y aura aucun moyen de le contrôler, ils ne peuvent pas permettre qu'il réussisse aux prochains événements, alors ils vont élaborer une stratégie contre le protagoniste. 2 jours plus tard, le stade était de nouveau rempli, l'attente était encore plus grande. La deuxième épreuve avait commencé. Pour Gaston, dans cette épreuve il n'y a qu'une règle. Gagne celui qui bat le monstre en moins de temps.
Le monstre à vaincre est un lizardman. Ils ont l'habitude d'utiliser de longues lances, ce qui fait une attaque puissante. Et le prince de la famille, Simon, utilise le chapitre de la chanson Rouge Lumière de la Lune et tranche le lizardman en deux, réalisant un temps record de 14 secondes. C'était le meilleur temps de tous les temps, dépassant même la princesse Diane, qui détenait un record de 20 secondes. Tout le public devient fou, il était différent. Et il déclare à Vincent que cette victoire était pour lui. Julien demande au protagoniste s'il pourrait battre ce temps. Mais le protagoniste a un plan, la deuxième épreuve est sur le point de commencer. Il se rend compte que son lizardman avait quelque chose d'étrange. À la résidence d'Anka. Ils disent qu'ils n'ont rien fait dans cette épreuve. Ils étaient innocents. La seule chose qu'ils ont faite, c'est de ne pas nourrir ce lizardman pendant 2 jours. Cela ne servirait pas à grand-chose, mais au moins ça le ralentirait de quelques minutes. Les yeux injectés de sang étaient clairement un signe de faim et de férocité. Le lizardman est lâché. Le protagoniste pense à l'esquiver, mais s'il esquive, il ne pourra pas le battre en moins de temps que Gaston. Alors il ouvre les bras, en signe qu'il attaque à volonté. On lui crie d'esquiver, mais Vincent est transpercé par la lance du lizardman. Et il le remercie de lui avoir fait gagner du temps, en enfonçant son épée et en libérant toute l'énergie de la bénédiction du roi de l'éclair, provoquant une énorme explosion. Ils étaient surpris. Le protagoniste avait fait 5 secondes 39 millièmes, le jeune Vincent. Adenka était le vainqueur de la deuxième étape. Les prêtres entrent. On dit que c'était une blessure assez grave. Et le protagoniste regarde Simon avec un sourire sur le visage, montrant qu'il était le gagnant, et la deuxième étape était terminée. La troisième porte s'ouvrirait dans 3 jours. Dans un carrosse, un personnage non débloqué exprime qu'il ne peut pas attendre de voir le protagoniste, le diagnostic des prêtres. Et que si le protagoniste se force encore, il pourrait ne jamais se relever. Le mana apparaît. La rousse demande que les têtes de la famille d'Anka et aussi celle de la famille Simon se lèvent, ils étaient arrivés. Et l'ont invité à dîner. À la table, ils étaient 4 à dîner. Elle était heureuse de rencontrer le protagoniste, le pointant avec un couteau. Le protagoniste ressent un grand pouvoir, faisant que Vincent saisisse le manche de son épée. Il se rend compte qu'elle est vraiment puissante. Il mourrait d'envie de se battre contre elle à l'avenir. Et le patriarche pointe Gaston avec la fourchette. Mais Gaston ne comprenait rien, et lui dit qu'au moins lui était poli. Qu'il n'avait pas sorti d'armes à table, Julien et le protagoniste sont d'accord pour dire que les deux se battent pour la fierté de leurs enfants. Après le dîner, les deux se retrouvent sur le balcon. Elle dit qu'il y a des types qui jouent avec leurs enfants. Comment osent-ils? Il pensait qu'elle était aussi derrière ça, mais elle confirme qu'au début oui, mais ensuite les anciens et les mages ont interrompu, et leur cible était Vincent, et lui ne peut que dire qu'Adenka doit être le vainqueur de cette épreuve, et que rien ne s'interposera sur le chemin de la victoire, car Vincent gagnerait inconditionnellement contre Gaston. Il a promis, le protagoniste lui a fait la promesse qu'il allait gagner, et le patriarche croit fermement en elle, la matriarche de la famille. Simon dit que Vincent est très talentueux, mais que dans cette épreuve, il est destiné à perdre. Le lendemain, de nouveau le stade était plein et avec plus d'agitation. Avec plus d'émotion, personne ne croyait que le protagoniste pouvait l'avoir gagné ces 2 épreuves. Mais aujourd'hui toute la confiance était dans la famille Simon, car elle devait sauver son honneur. Tout était prêt. La fin de la réunion d'échange d'amitié, la bataille de la 3e porte. Les deux croisent leurs épées, et la bataille tant attendue commence. Tout le public explose d'émotion. Julien lui rappelle de ne pas oublier sa condition. Il affirme qu'il le sait, et qu'un cœur peut supporter au moins une attaque. Une attaque doit toucher dans cette épreuve. Il va profiter de la faiblesse de Gaston et gagner le combat. D'un seul coup, et dans ce combat, il occupera le géant de tonnerre. Le protagoniste attaque Julien, mais Julien dissipe complètement l'attaque du protagoniste. Vincent pense que c'était impossible. Ce mana rouge, il ne peut l'oublier. Même s'il essayait, son esprit ne le laisserait pas. C'était le mana de Cajun qui lui a infligé la défaite finale. Le mana qui brûle la vie comme combustible, et Julien se lance à l'attaque. Le protagoniste essaie de se défendre, mais du sang frais sort de son corps. Il avait traversé sa garde, il se rend compte que cette capacité était encore meilleure que celle de Cajun. Elle surpassait en force et en vitesse. Cajun attaque de nouveau de toutes ses forces. Le protagoniste parvient à s'en sortir, mais Gaston n'était pas prêt à lui laisser une seconde. Il rit car il est sûr de sa victoire. C'était le prix à payer pour avoir tenté de le défier. Et le protagoniste sort la capacité chapitre 3. Épée des 1000. C'était une technique qu'il avait apprise dans sa vie antérieure.
C'était la technique d'un de ses meilleurs amis, qui avec le temps est devenu si fort. Même plus fort que Cajun, et est devenu la cible du Conseil des Anciens. Tombant dans leur piège et mourant, mais il lui a laissé cela, l'épée des mille. Un Cajun demande ce qu'était cette épée. Le protagoniste répond que c'était l'épée de la justice, qui allait contre la famille de Simon, une épée laissée par un gladiateur, sacrifié par sa famille. Le prince pense alors que c'est une technique terrible, qu'une capacité aussi spectaculaire la brisera immédiatement. Utilisant la capacité pluie torrentielle, le protagoniste croit qu'il combat aussi bien que Cajun. Tout le public pense que Gaston a disparu, mais le protagoniste connaît très bien ses stratégies, prédisant toutes ses attaques. Gaston ne peut pas le croire. Le protagoniste pense qu'il était égal à Cajun et que normalement, cela signifierait qu'il est ridiculement fort. Mais c'est différent pour lui parce que la personne qui connaît le mieux l'épée de Cajun, c'est lui. Les deux se lancent à l'attaque. Et le héros casse l'épée de Cajun. Beaucoup pensent que Vincent a gagné, mais ce n'est pas encore décidé. Il n'était pas le seul avec un atout, Cajun utilise l'épée Chim, protectrice du dieu de l'épée de Kezak. C'était l'une des compétences les plus puissantes de ce monde, mais aussi l'une des plus dangereuses. Car elle utilise son âme. Même le héros est surpris. Il ne connaissait pas cette capacité. Gaston attaque avec une force inhumaine. Les deux sont prêts à risquer leur vie pour gagner le combat. L'épée du héros se casse, mais il parvient à porter un coup de poing avec la capacité de l'éclair. Les deux ont atteint leur limite. La victoire se décidera en un seul coup. Les deux utilisent leurs meilleures compétences, provoquant une explosion entre les deux attaques. Mais c'était le plan du héros. Utilisant la fumée pour se couvrir, il saute sur Gaston et lui crie de bien regarder. À partir de ce moment-là, ce sont eux les perdants. Et le gagnant de la troisième porte est Vincent Adenka. Et Vincent crie « Enfin, enfin !» J'ai gagné. Les anciens n'en croyaient pas leurs yeux, et le grand chambellan lui dit qu'il a perdu le pari. Bon, les gens, j'espère que ce résumé vous a beaucoup plu. Et si c'est le cas, j'espère que vous mettrez un like, laisserez un gentil commentaire et vous abonnerez, car nous publierons tous les 10 à 14 jours des résumés de plus d'une heure et demie. Voilà, j'espère que vous soutiendrez ce grand projet et je tiens à remercier de tout cœur deux personnes très spéciales, Réa Breu et Michel Anzur, qui ont rejoint le programme d'affiliation. Vraiment, un grand, grand merci. Voilà, je vous aime énormément.